Voilà, messieurs, dames, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à ceux aussi qui nous écouteront ultérieurement sur YouTube. Voilà 2 ans que nous avons commencé ces cafés qu'on avait appelés cafés d'histoire et de philosophie marxiste, puis c'était un peu long et on a réduit ça en café marxiste. Donc vous pourrez effectivement, si vous voulez, les regarder sur YouTube. Nous, depuis 2 ans, nous avons commencé tous les deux, il y a 2 ans, voilà. J'ai le plaisir aujourd'hui donc d'être de nouveau près de mon ami Émeric Monville. Nous avons eu des difficultés d'organisation parce que les cafés parisiens qui nous accueillent ne sont pas nombreux. Et donc, ça n'a pas toujours été facile de trouver un lieu où s'installer qui nous accueille. Et donc, nous remercions chaleureusement le café de cette rue de la Butte aux Cailles, le Spoutnik, donc prédestiné, qui a la gentillesse de nous accueillir. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y aura des cafés où il y aura peut-être plus de monde. Alors, je ne sais pas si on pourra tous les faire ici parce que c'est pas non plus très très grand ce recoin. Mais globalement, j'espère que nous aurons l'occasion de les faire ici. Vous savez, quand on dit café marxiste, les gens nous regardent comme si on était des extraterrestres, ou on leur dit plutôt des dinosaures. De toute façon, ils n'ont eu ni Marx, ni Lénine, ni Engels, personne. Alors de toute façon, ça leur passe au-dessus du cigare. Et donc, précisément, durant cette saison 3, comme ils disent à la télévision, nous allons avoir le plaisir de vous montrer combien ces penseurs-là sont d'une brûlante actualité. Et si vous nous faites l'honneur de nous suivre, soit en venant nombreux, soit en suivant sur YouTube, vous allez pouvoir aujourd'hui tout d'abord écouter notre camarade ici présent, philosophe, intellectuel et éditeur, Émeric Monville, qui dirige les éditions d'Elga. Et vous pourrez, en sortant, acheter des ouvrages des éditeurs de l'édition, enfin des éditions d'Elga qui se trouvent là, et en l'occurrence, et en particulier, on le voit bien, en l'occurrence et en particulier, donc le dernier ouvrage d'Émeric qui s'appelle Julian Assange en danger de mort, et qui correspond à ce qu'il va nous expliquer aujourd'hui concernant les médias, avec information, surtout des informations, et donc une véritable révolution en cours. Vous aurez aussi l'occasion en sortant, allez je fais de la pub, comme ils disent maintenant c'est de la com, de faire la pub pour Étincelle, notre revue, n'est-ce pas, sur laquelle nous travaillons, sur laquelle tous nos penseurs bossent régulièrement. On a des articles d'histoire, de philo, d'économie, d'écologie, voilà, donc vous pourrez en acheter ou bien vous abonner, c'est pas cher, voilà. Si, c'est ça la com quand même. Vous aurez l'occasion aussi le samedi 12 octobre de pouvoir venir voir et écouter notre amie Annie Lacroix-Rize qui vous présentera son dernier ouvrage qui est sorti là aux éditions Armand Collet et qui s'appelle La non-épuration en France de 1943 aux années 50. Voilà qui nous permet de mieux comprendre comment fonctionne le monde d'aujourd'hui. Je ne suis pas sûre qu'on pourra être là parce que, comme Annie attire toujours plein de gens qui ne viennent pas nous trouver d'habitude, voilà, il faudra bien suivre sur Internet les endroits où nous nous rendons, mais globalement, sinon, ça sera ici. Le samedi 16 novembre, vous allez découvrir un jeune et brillant philosophe ici présent, Victor Sarkis, qui vous entraînera dans une promenade chez les Grecs. Attention, ne comprenez pas de travers ce que je dis, c'est une promenade, avec un gilet jaune, afin de vous expliquer le matérialisme historique dans l'analyse de la situation politique actuelle. Et enfin, nous terminerons avant Noël, le 14 décembre, par notre brillantissime philosophe Georges Gastaut, il n'aime pas quand je dis ça, mais c'est vrai, qui vient de sortir le tome 5 de son ouvrage, en 5 tomes, donc évidemment le livre des Lumières communes, et il vous montrera donc toute la nécessité d'une renaissance du matérialisme dialectique et de la reconstruction d'une conception rationnelle du monde, et qui est effectivement au cœur des luttes pour une nouvelle hégémonie culturelle progressiste. Voilà, vous découvrirez ceux du premier semestre 2020 sur Internet. Et je vais maintenant laisser mon camarade, prendre la parole. Bon après-midi à tous, merci.
Merci. Merci, Judas. Oui, alors bah, écoutez, bonjour à tous. Cette réunion avait été prévue il y a déjà plusieurs mois, bien avant que je n'ai l'idée d'écrire ce livre sur Assange. L'affaire Assange m'a complètement happé, en fait, littéralement, cet été, je vais vous expliquer pourquoi. Mais effectivement, plutôt que de faire des conférences un petit peu poussives dans mon cas, parce que je ne suis pas pédagogue, c'est pas mon métier, autour du marxisme. Et d'ailleurs, je suis extrêmement heureux que Victor Sarkis se fasse un cours sur le matérialisme dialectique. Ça va être absolument intéressant. Je connais son brio philosophique, donc je suis très content qu'il s'occupe de cet aspect pédagogique. Donc l'intérêt de ces cafés marxistes, c'était effectivement de s'inscrire vraiment dans le marxisme-léninisme. Alors, bon, ce que m'avait suggéré Gilda, et je trouve qu'elle avait raison, c'était de parler un petit peu de ma pratique d'éditeur, de ma pratique, j'allais dire, politique et théorique, d'une certaine manière. Donc c'était un peu la façon dont je voyais les médias, puisque j'ai une pratique de ceci, mais alors complètement marginale. Enfin, des fois, la marge peut parfois expliquer un petit peu la page. Mais effectivement, une pratique d'éditeur depuis une quinzaine d'années, donc c'est pas simplement ma modeste personne, mais c'est aussi les gens que je côtoie. Et bientôt, la maison d'édition que j'ai fondée avec mon collègue Edmond Janssen en est bientôt à son 200e titre. Donc j'ai pu avoir des occasions à la fois de passage en médias, de non-passage. Enfin, je crois avoir une certaine vision de où en sont les médias en France, effectivement d'un point de vue qui est aujourd'hui marginalisé, qui est un point de vue marxiste, pas tout le marxisme évidemment, mais dans la lignée du PCF, j'allais dire canal historique, hein, grosso modo sur le PCF des années 30, au traité de Maastricht inclus, puisque là je suis avec mes camarades qui entendent continuer en fait cette grande tradition, même si effectivement elle a été pour ce qui est du PCF, elle a été quand même en grande partie abandonnée. Donc voilà à peu près le point de vue d'où je parle pour parler des médias. C'est très intéressant parce qu'en ce moment on vit un bouleversement. J'ai dit la révolution actuelle, malheureusement c'est aussi la contre-révolution actuelle. Je pense que tout le moment de révolution portant lui-même aussi une contre-révolution. Je ne suis pas forcément très optimiste, mais de toute façon il faut poser les problèmes pour bien les comprendre. Alors, j'allais dire d'un point de vue marxiste, bon, c'est un peu prétentieux de mettre ça sous le terme de marxisme, mais je veux dire, si on essaie d'analyser les problématiques liées à l'information, à la désinformation, liées à la liberté d'expression, il faut quand même l'inscrire dans les contradictions d'une époque. Les contradictions essentielles, ou alors je ne suis pas marxiste, ou j'ai rien compris, la contradiction essentielle dans un mode de production, tel que le mode de production capitaliste, c'est la contradiction entre le capital et le travail. Il y a d'abord un combat pour que l'information se cale puisse au moins rendre compte de cette contradiction essentielle, sinon il n'y a pas d'information possible. Précédemment, le combat des Lumières s'inscrivait dans un autre mode de production, en grande partie marqué par le féodalisme ou sa forme pourrissante, en tout cas le cadre juridique et institutionnel de l'Ancien Régime. Ça a été très bien analysé par Lukács dans un ouvrage classique du marxisme qui est la destruction de la raison. La bourgeoisie, classe révolutionnaire en conflit au sein des classes dominantes avec l'aristocratie, s'appuie sur le savoir, s'appuie sur les Lumières, donc notamment toute cette machine de guerre qui est l'encyclopédie, s'appuie et joue à fond la connaissance, le savoir contre une idéologie féodale qui, elle, s'appuie sur le mythe, sur une conception beaucoup plus religieuse du pouvoir. Donc, la bourgeoisie joue, comment dire, à fond la carte du savoir, de l'information, on pourrait dire à cette époque. Le moment où elle abandonne cette carte, où elle commence à la déformer, où elle se rend compte effectivement que elle ne peut plus dire la vérité n'est plus de son côté, elle n'a plus forcément intérêt à dire la vérité, parce que comme disait Lénine, la vérité est toujours révolutionnaire. La vérité en soi, quand elle est formulée, ce que veut dire Lénine, c'est qu'elle a une faculté corrosive. Lukács date ça de 1848. Alors, pardon pour les canuts, ça commence bien plus tôt, l'arrivée du prolétariat sur la scène, mais la façon dont c'est perçu par la classe dirigeante, c'est vraiment juin 1848.
où là ils se rendent compte qu'il y a un autre acteur qui a émergé sur la scène, qui est le prolétariat. Donc pour que le prolétariat conscient de lui-même, effectivement en termes d'information, va commencer à avoir ses propres journaux dans des conditions effectivement de censure. Mais effectivement, c'est à l'intérieur de cette contradiction de capital-travail que la défense de l'information va se polariser. En tout cas, c'est lié quand même à cette... Je vous dis ça pour éviter de poser les enjeux sous une forme beaucoup trop abstraite pour liberté d'expression, pas liberté d'expression. C'est évident que de toute façon, c'est l'expression déjà d'une classe sociale, c'est l'expression de rapports de force, c'est l'expression de réalité historique. Cette question se pose toujours dans un contexte historique précis, dans des rapports de force bien précis. Donc c'est pour ça, c'est pour à la fois ne pas faire la genèse historique, mais en même temps replacer quand même dans une certaine perspective historique. L'information se présente sous ce rapport de force. On a connu une époque qui est celle de la guerre froide. Alors la guerre froide, on peut même la faire remonter jusqu'à 1917, je crois que c'est le point de vue d'Annie Aquariz, elle a bien sûr pas tort. À partir du moment où justement géographiquement cette division entre le capital et le travail s'exprimait justement sous une forme aussi géographique en termes d'État, de conflictualité entre les États, effectivement, on dit que Polémos c'est le père de toute chose, comme disait Héraclite, enfin en tout cas ce Polémos froid qui était la guerre froide, favorisait au moins la perspective de deux camps antagonistes avec, disons, une information. Ça favorisait une forme de contradiction et donc justement de pluralité de l'information, parce que vous aviez au moins deux camps à peu près à armes égales et à l'intérieur, bien sûr, des subdivisions, des gens pour qui, de toute façon, le socialisme réel était forcément une trahison à partir du moment où il était en acte. Vous pouvez trouver des subdivisions à n'en plus finir. Mais la guerre froide, d'une certaine manière, garantissait une certaine pluralité de l'information. Ce mouvement ouvrier donc, qui a mis du temps à émerger, d'une certaine manière, avait ses propres représentations, ses propres journaux. Alors je ne dis pas qu'effectivement, dans les moments bien sûr, où la guerre froide devenait de plus en plus chaude, effectivement, vous avez des cas de censure. Par exemple, il suffit de penser à l'UMA pendant la guerre d'Algérie. Et ce que je veux dire, c'est que le rapport de la guerre froide garantissait quand même, disons au moins pour les idées marxistes, les idées communistes, parce que c'est comme ça qui m'intéresse a priori, garantissait quand même une faculté d'expression. Tout ça se termine, enfin tout ça est remis en question au début des années 90. Ça c'est mon grand découpage. J'ai beaucoup de camarades qui me disaient, mais de toute façon, les communistes ont toujours été persécutés, nos idées ont toujours été censurées, etc. C'est vrai, hein, c'est parfaitement exact. Simplement, je vois la plupart des gens sont très jeunes dans cette salle. Donc vous n'avez certainement pas connu cette époque, d'ailleurs moi non plus, mais il y a une époque en France où vous aviez 80 librairies Renaissance, par exemple. Les librairies Renaissance, c'était lié au Parti communiste français. En plus des éditions sociales, vous aviez carrément toute une chaîne de livres, par exemple. C'est un simple exemple pour vous montrer que de toute façon, le Parti communiste était tellement fort, tellement ancré dans la population, que vous aviez justement cette garantie d'accès à l'information par cette puissance du Parti communiste français. Pensez par exemple à la puissance du Parti communiste italien, et à ce qu'a été la culture italienne de l'après-guerre jusqu'à l'ère Berlusconi. Enfin, c'est les plus beaux films, c'est sans doute de l'histoire du cinéma. Bon, c'est toute une contre-culture. C'est toute une époque, mais parce qu'en fait vous aviez un substrat matériel partidaire, j'allais dire d'une certaine manière, ou les pseudopodes du Parti communiste, ou des compagnons de route, tout ce que vous voulez, mais vous aviez véritablement un monde. Donc à partir des années, c'est pour ça que je fais un grand découpage au début des années 90, bon, chute du mur, le tournant, comme disaient les Allemands, l'effondrement de l'URSS, la chute de l'URSS. Alors c'est là où on a parlé en France, c'était le terme à la mode, je trouve que c'est une bonne formule, de ce qu'on a appelé la pensée unique. Alors j'ai regardé un peu, j'ai essayé de retrouver d'où vient ce terme. Bon, alors on peut trouver, il y a différents... on attribue la paternité à différentes personnes, alors soit quelqu'un d'extrême centre comme Jean-François Kahn, soit quelqu'un plutôt à l'extrême gauche comme Ignacio Raimonet, et même quelqu'un à l'extrême droite comme Alain de Benoît. C'est pour dire que bon, ça a été perçu par tous les acteurs à cette époque. Il y a eu un changement dans ce qu'on pouvait dire en France. C'est-à-dire un rétrécissement en fait
soi-disant un écrêtage aux extrêmes. Enfin, moi personnellement, en tant que communiste, j'ai pas l'impression d'être un extrémiste. Moi, dans le socialisme, je pense que je serais totalement d'extrême centre. Je suis quelqu'un de très modéré en fait. Vous me donnez juste le socialisme et voilà, peut-être même que je serais droitier, j'en sais rien. C'est pas la question. Je ne me réveille pas le matin en disant que je suis extrémiste. Mais effectivement, bon, pour les gens donc, je sais que pour l'opinion publique, le communisme est placé à l'extrême gauche, au prix d'ailleurs d'une confusion avec il faudrait leur montrer le thème de Lénine sur le gauchisme, peu importe. Donc effectivement, l'idée au moment de la pensée unique, c'est de écréter les extrêmes pour ne garder que l'extrême centre. C'est la même, ça va dans le sens de Francis Fukuyama. On s'en souvient peut-être plus, mais cette espèce de manipulation du terme de la fin de l'histoire à la Hegel, enfin la fin de l'histoire chez Hegel, en fait, montre peut-être la fin de la préhistoire, montre peut-être une volonté de justement une sorte d'humanité réconciliée avec elle-même. C'est quelque chose d'assez excitant, d'assez fantastique chez Hegel. Chez Francis Fukuyama, c'est vraiment le circuler, il n'y a rien à voir, quoi. Et je vous rappelle que Francis Fukuyama, il parlait du happy dog, le chien heureux. C'était l'individu néolibéral, c'était l'horizon qu'on nous proposait. Et c'est une époque que j'ai connue, moi, à l'adolescence. Je me souviens autour de moi, moi c'était le milieu classe moyenne, petite bourgeoisie, donc peut-être effectivement il y avait plus de méfiance vis-à-vis du marxisme. Je me souviens même le mot de marxisme suscitait de la haine à cette époque. Vraiment, une sorte d'agacement, d'énervement. C'était marqué comme ça. Il y avait vraiment une volonté d'en finir. Ça contraste avec les années, par exemple, 2010, où maintenant on croise des jeunes, de toute façon, a priori, on dit le mot marxiste. A priori, ça les intrigue. Bon, mais c'est encore une autre période. Donc, ces années 90 donc, de pensée unique favorisent au plan économique, les régressions totales qu'on connaît, hein, c'est-à-dire, je lisais un article j'avais vu une conférence de Stéphane Siru, à partir du moment où on a commencé à parler de dialogue social, c'est-à-dire dans les années 90, la gauche n'a cessé de perdre des batailles. Donc il dit depuis 95, à l'exception du CPE, ce sont des défaites. Vous aviez effectivement le capital commence à reprendre ses billes. Ça, c'est vraiment sur la lutte des classes, capital-travail au sens brut du terme, je veux dire, en politique intérieure. En politique extérieure, vous aviez donc le retour quand même de la politique de la canadière à grandes enjambées. C'est bien sûr la Première Guerre en Irak. Je vous rappelle, la Première Guerre en Irak avait été décidée avec une quasi-unanimité du Conseil de sécurité de l'ONU. Gorbatchev avait même donné son aval. Et c'est l'époque des journalistes, on revient au terme de la formation, il y avait un terme, je ne sais pas si vous en souvenez, on n'arrivait pas à le traduire en français parce qu'on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. C'est les journalistes qui étaient embedded. Ah, ouais, ça vous dit quelque chose, ouais. Intégré, incorporé, voilà, c'est ça. Et je crois qu'ils n'osent plus dire ça quand même, ça fait grincer des dents. Mais donc les journalistes en fait étaient censés suivre l'armée US en fait à l'intérieur pour faire de belles images, un point de vue image du monde de l'armée américaine. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple les frappes sur le Kosovo, vous aviez un porte-parole de l'OTAN qui s'appelait Jamie Shea. Et ce Jamie Shea, il vous parlait des frappes chirurgicales. Alors là, vous diriez, on a détruit ce char-là, mais attention, on a laissé l'hôpital. Et puis des conférences de presse. On n'a plus finir, c'était... on nous a quand même imposé ça, hein, sans parler effectivement de la diabolisation Hitler-Ossevitch, hein, c'était dans toute la presse, enfin, c'était pour l'Irak. On imposait un embargo sur l'Irak, l'UNICEF disait que ça faisait 500 000 enfants morts, ça avait l'air de gêner pas grand monde en tout cas. Madeleine Albright, ça ne la gênait pas. Une fois, j'ai voulu revoir à peu près quelle était la teneur du philosophe Paul Ricoeur, parce que c'est l'idole de Macron. Je voulais essayer de comprendre s'il y avait une pensée derrière tout ça. Et Paul Ricoeur, je lisais une interview, alors il disait à l'époque, comprenez, faire la guerre c'est immoral, mais un embargo c'est moral, parce que là, on ne va pas leur prendre leur pétrole. Donc, on en était là, je veux dire, en termes de... Parce que vous voyez, ça veut dire qu'en fait, ils sans même se rendre compte de la violence que ça faisait aux populations.
on ne se rend pas compte à quel point donc, ces années 90 marquent un tournant. Je vous disais par rapport aux camarades qui m'ont toujours dit mais vous comprenez, on a toujours été censurants, on a toujours été victimes. Il y a eu quelque chose, il y a eu une volonté véritablement d'éradiquer toute pensée critique à gauche. Et alors, ce qui était amusant dans cette théorie des médias, c'est qu'il y avait, c'était l'époque où mourait Guy Debord. C'était très à la mode là à l'extrême gauche, je ne crois pas chez Ecopus, mais à l'extrême gauche. Il est mort en 1994. Et donc il y avait une sorte de snobisme qui consistait à dire qu'il ne faut pas passer dans les médias, il ne faut pas s'exprimer, il ne faut surtout pas apparaître parce que c'est le système, c'est la société du spectacle. Et une autre sommité de l'époque était Pierre Bourdieu, très influent vers 1995, notamment les Grandes Grèves de 95. Je me souviens qu'il avait écrit un petit opuscule sur la télé pour dire parce qu'il ne fallait absolument pas y passer. Je pense que son problème, c'est qu'il avait énormément de mal à se résumer. Hein. C'était pas son talent propre. Hein. Mais bon, en tout cas, je pense qu'il y avait aussi une diversion des médias du côté de l'extrême gauche qui n'était pas. Je crois qu'il ne se rendait pas bien compte aussi de ce qui se passait, mais en tout cas, ça n'a pas aidé. Hein. C'est l'époque, ces années 90, c'est l'époque du livre noir du communisme, qui est quand même une manipulation assez carabinée, qui avait dégoûté jusqu'à ses propres auteurs, qui s'étaient rebellés contre la version qu'en faisait Stéphane Courtois. Je vais quand même on est en 1997 et c'est un livre qui a eu un succès mondial. C'est quoi le livre noir du communisme? En fait, curieusement, c'est un livre qui est sur la défensive, parce qu'entre-temps, les archives de l'Union soviétique avaient été ouvertes. Donc vous ne pouvez plus dire exactement la même chose que Solzhenitsyn disait sur l'URSS, c'était la propagande de guerre, parce que Solzhenitsyn disait il y a 80 millions de morts de l'autre côté du mur. La population de l'URSS en 1917, enfin ça s'appelle pas encore l'URSS, c'est 160 millions. Donc ça veut dire qu'un soviétique tue l'autre, hein, en gros, tout en survivant à la guerre civile, en empêchant l'invasion nazie et en luttant contre la pression nucléaire américaine. C'est délirant. C'est évidemment délirant. Donc les archives soviétiques ont été ouvertes, mais on s'est rendu compte qu'effectivement le goulag est un système pénitentiaire extrêmement sévère, mais il n'a évidemment pas ses proportions. Vous avez dans les années, je lisais le livre d'Anna Applebaum, elles se sont même obligées de s'excuser du nombre de morts. Bon, personne ne nie ces morts-là, il n'y a aucun négationnisme dans le milieu communiste, mais effectivement, par exemple, vous avez dans le goulag certaines années, vous avez des chiffres à 5 chiffres, à 50 000 morts, 60 000 morts. Je ne dis pas que c'est bien, hein, évidemment pas, c'est souvent des morts, c'est certainement des victimes, même si on ne peut pas dénier au fait d'un État de pouvoir se défendre, de pouvoir avoir un système pénitentiaire. Ça a quand même une certaine limite, le fait de reprocher ça à l'Union soviétique, surtout dans un concept d'encerclement. Et donc, tout simplement pour vous expliquer que le livre noir du communisme, la stratégie, ça a été de reporter sur autre chose. C'est-à-dire pour avoir ces chiffres faramineux les nanomorts, comme on disait à l'époque, à la Solzhenitsyn, et ben on a tout reporté en gros, grosso modo sur l'Asie, sur la Chine, parce que là il n'y a aucune statistique, on peut vraiment tout dire. Et puis avec en fait une véritable manipulation intellectuelle qui est d'attribuer en fait les famines au régime communiste quand ça arrive dans les régimes communistes et d'attribuer les famines au climat quand il s'agit des régimes capitalistes. Donc, parce que ça c'est l'arnaque, elle est basée là-dessus en fait, hein, y compris avec cette famine en Ukraine dont on a fait une famine intentionnelle, alors qu'en fait elle a touché toute l'Union soviétique, y compris l'armée rouge. Et bien sûr, tout en oubliant de dire que des famines, la Russie en avait connu il y a des centaines dans son histoire, et que effectivement c'est bien les communistes en Chine comme en URSS qui ont mis fin à la famine, parce que la famine en Ukraine est bien la dernière de l'histoire soviétique, à l'exception de celle de 1945, qui montre bien que l'aide américaine n'avait juste pour but que de favoriser, quand ils avaient décidé que c'était nécessaire, que de favoriser l'armée rouge, mais pas d'éviter effectivement une grave pénurie en 1945. Donc voilà qu'a été cette manipulation hein, du livre noir. Il n'y a personne pour dire ces simples faits-là. Hein. Moi je me souviens de Robert Hue, la réaction c'était « vous avez raison, mais c'est pas du communisme ». Voilà, ça c'était à partir du moment où vous rentrez dans ce schéma-là, vous êtes incapable de répondre, et donc on va vers... Là, c'est tombé hier, hein, le Parlement est en train de criminaliser le communisme par le rang européen sur le même mode que la Pologne. C'est-à-dire qu'ils veulent interdire toute faucille et marteau, même un simple t-shirt de Che Guevara,
vous vaudra d'aller en prison. C'est déjà le cas en Pologne. Donc, on est en train de défendre les communistes polonais. Donc c'est bien sûr grotesque, parce que ceux qui ont écrasé le nazisme, c'est bien sûr les communistes. Et s'ils n'avaient pas été là, je peux vous dire que la bourgeoisie ne demandait qu'à s'allier avec eux. Je vous rappelle quand même les mots de l'ambassadeur Bonnet à Ribbentrop au moment du traité de Munich: nous vous laissons les mains libres à l'Est. Donc tout ça, ça fait partie effectivement d'une immense saloperie, excusez-moi, je ne trouve pas un mot plus correct, qui se met en place dans les années 90 et qu'on continue à voir aujourd'hui. Donc de simples exemples médiatiquement, parce que tout ça c'est lié à l'information, à la manière même dont... prenons l'exemple de France Culture. Alors, moi il se trouve que, là je reviens un peu à ma problématique personnelle, mon collègue est très impliqué au départ, une des jeunesses d'édition de l'ELGA, c'était une association de défense des auditeurs de France Culture. Parce que c'était lié à Laura Adler. Alors, on avait bien compris que c'était une erreur de tout centrer sur Laura Adler, et c'est vrai que ça avait commencé 2 ans avant elle. Mais c'était un monsieur qui s'appelait Gélinet. Donc il y a eu un bouleversement énorme de France Culture. Là aussi, moi, je n'avais pas connu ça personnellement, mais c'était une radio, disons, où vous aviez, en gros, je sais pas, 10 heures ou 15 heures de travail pour produire, je sais pas, 10 minutes d'antenne. Vous avez d'immenses spécialistes, souvent universitaires, à très haut niveau académique, vous avez énormément de débats. C'était une radio véritablement à la fois de service public et puis d'éducation populaire, mais de très haut niveau. Hein. Et c'est une radio qui a complètement changé de mentalité. On a invité de plus en plus de journalistes avec l'esprit Sciences Po. Je suis passé par là. L'esprit Sciences Po, c'est vous branchez un micro et vous pouvez parler d'à peu près n'importe quel sujet, disons vous pouvez à peu près broder. Ils ont changé, c'est-à-dire que ça ne vous donne pas une formation concrète, technique, quoi. Mais en tout cas, on a véritablement changé en fait un esprit, disons, académique, d'ouverture humaniste, qui était cette radio de France Culture, en radio un peu de tout venant. Et il y avait même une pub qui était, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était des gens avec une coupe de champagne en disant améliorez votre culture avec France Culture, vous brillez en société, ou quelque chose comme ça. Enfin, on en était là. Et il y avait ça je n'ai pas connu, mais il paraît que l'émission la plus emblématique des années 80 sur France Culture, c'était un débat entre un communiste et un gaulliste. Alors effectivement, ça a été mis à mort d'une certaine manière, parce que comme un peu le bilan de 68, enfin 68 a été une immense grève ouvrière, mais le bilan en termes idéologiques, c'est quand même la mise de côté des communistes et des gaullistes, c'est-à-dire les deux forces de la résistance. Et tout ça, on commençait à payer véritablement, parce que effectivement, si vous virez les communistes et les gaullistes, qu'est-ce qui reste? Il reste cette espèce de flou qu'on appelait le MRP, c'est-à-dire c'est tous les anciens collabos après la guerre qui se réfugiaient là. Et effectivement, ce rien du tout est devenu un tout à partir des années 90, et après on aboutit directement à l'idéologie Macron, à cette espèce de PS qui... parce que je m'insiste sur France Culture, ça s'amuse beaucoup, parce que c'est vraiment la victoire de la gauche morale, si vous voulez, ce qu'on appelait la gauche morale dans les années 80, la deuxième gauche, qui donne toujours des leçons de morale aux communistes. Ces gens ont littéralement pris le pouvoir, mais et je peux vous donner quand même des exemples. Je crois que je parlais d'Annie Croix-Russe, je crois qu'elle n'est pas passée sur France Culture depuis le XXe siècle. Bon, je vais me confirmer, mais c'est vrai, bon, ça commence c'était il y a longtemps. Hein. Je crois qu'elle écrit un livre par jour, non par jour, par an, excusez-moi. D'ailleurs, celui-là, je veux dire, elle tient énormément, je peux vous dire, c'est un livre qui résume, avec le choix de la défaite, c'est un des meilleurs. Voilà, donc même s'il y a d'autres circonstances qui fait qu'on maintenant on l'atteint un petit peu mieux, mais sur France Culture c'est tout à fait symptomatique. Alors moi il se trouve que ça m'amuse aussi, là je parle en tant qu'éditeur, je parle pas en tant qu'auteur, parce que j'ai pas conscience de jouer en deuxième division ou en division d'honneur. C'est pas du tout un point de vue personnel, c'est un point de vue de l'aide éditeur, au sens où je représente différents auteurs. Donc normalement, sur les 200 titres que j'ai publiés, j'aurais pu m'attendre à avoir plusieurs invitations sur France Culture. Je vois bien que, moi j'ai commencé, j'ai fait quelques émissions, je me souviens j'étais même dans une sorte de liste un peu de spécialistes du marxisme, tu parles franchement, mais peu importe. Mais en tout cas je vois bien que là c'est carrément, il y a une liste noire, pour moi, mais aussi pour tout ce que je fais en termes d'éditeur.
Et là, ça m'a frappé là, en termes de pensée unique, là vous le voyez, et puis c'est quand même assez frappant. Je me souviens d'un passage, j'avais fait un petit bouquin, c'est mon premier bouquin, ça s'appelle Misère du nichiste de gauche. J'étais tombé sur Monsieur Raphaël Enthoven, et je me souviens, parce que ça s'entend pas à la radio, mais c'est un souvenir. À la fin de l'émission, il commence à dire ah ben là, Nietzsche, Marx, enfin je ne sais plus quoi, et puis attention, communiste donc égale Staline. Et là je le vois face au gars en train de dire on va faire ça, genre on va le tuer parce qu'on va parler de Staline. Voilà, c'est un souvenir de. Bon, c'est cette question du stalinisme, m'amuse. Parce que je crois que, de toute façon, dans l'esprit, c'est de toute façon, pour noyer son chien, on l'accuse de la rage, donc pour noyer son communiste, on l'accuse de stalinisme. Ça, je crois que j'étais stalinien avant même de m'intéresser à la question, ne serait-ce qu'en étant marxiste, pour leur point de vue. Maintenant, en tant qu'éditeur, je me suis un peu spécialisé, enfin, je trouve que c'est des livres qui m'intéressent. Je trouve que l'histoire du communisme est intéressante aussi quand elle a été écrite par des communistes, tout simplement, c'est tout ce que je revendique en tant qu'éditeur. Alors là, je pense que j'ai aggravé mon cas de ce point de vue-là. Mais bon, c'est pour montrer le ridicule, la bêtise de cette époque, quoi, en fait. Et ça s'est vraiment mis en place dans les années 90. Alors, il faut que je sois, pour être un petit peu honnête, c'est vrai que ça a touché aussi l'extrême droite. Ce qui est intéressant, c'est je parle pas simplement moi c'est vraiment une famille politique qui ne m'intéresse pas beaucoup, mais si je regarde par exemple la nouvelle droite, c'est là où vous aviez la plupart des intellectuels de cette famille politique, c'est intéressant parce que c'est dans les fin des années 70 et 80, c'était un marronnier, on sortait tout le temps, c'était des gens qui étaient très à la mode, ils avaient des tas de relais dans le Figaro magazine notamment. Et ça, des tas d'émissions apostrophes, ça a été vraiment dans l'air du temps. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que l'idéologie était carrément presque racialiste. Dans les années 70, ils insistaient beaucoup sur les inégalités, sur le chiisme exacerbé. Et voilà, on était vraiment dans l'extrême droite, le logiciel de l'extrême droite très, très classique. Et en fait, c'est des gens qui ont cessé de mettre de l'eau dans leur vin. C'est-à-dire que à tel point qu'aujourd'hui, je pense que si je les classais, pour moi c'est toujours des ennemis politiques parce que ce sont des anti-jacobins, c'est surtout c'est des gens qui ne croient pas du tout à la nation française, ils sont plutôt dans la représentation ethniciste de certaines minorités. Ils continuent à avoir une conception un peu mythique à la Sorel aussi des événements politiques auxquels je pense qu'ils contiennent une forme d'irrationalisme. Mais il faut leur reconnaître qu'il y a tout un logiciel qu'ils ont abandonné. Les gens disent que il y a toute une théorie qui dit que c'est par stratégie. C'est, comment on dit il y a un terme sur le taquilla, comme on dirait pour un certain islamisme. Pour avoir un tout petit peu étudié la question, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est aussi des gens qui, au bout d'un moment, finissent par plus se supporter en tant que personne d'extrême droite. Bon, je n'ai pas envie de trancher ça, mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est le moment où ils sont devenus totalement insortables. C'est le moment où justement ils cessaient d'avoir des idées qui sont clairement anti-républicaines, enfin, qui ne rentrent même pas dans ce cadre-là. Mais bon, pour moi, c'est pas la contradiction essentielle. Pour moi, la contradiction essentielle, je vous l'ai dit, c'est le capital travail. Mais je pense qu'on s'est servi du fait qu'on ne laissait plus parler d'une certaine extrême droite pour faire taire ce qu'on appelle l'extrême gauche, donc y compris la possibilité qu'elles nous vont envoyer de se défendre. Donc, voilà il s'est mis quelque chose en place de bien particulier dans les années 90, je crois qu'il faut le comprendre. Dans les années 2000, bon alors on peut dire que les années 2000 naissent avec le 11 septembre 2001, enfin c'est là où ça arrive. C'est lié à quoi le 11 septembre 2001? C'est aussi un doute qui se met en place, parce que la version officielle du 11 septembre est difficilement admissible. Je ne me suis absolument jamais renseigné sur toutes les théories du complot possibles et imaginables, mais simplement l'idée qu'on puisse retrouver les cartes d'identité des preneurs d'otages dans les décomptes des deux tours, je pense que c'est simplement proprement délirant, tout simplement. Donc évidemment ça a suscité, je pense, d'une certaine manière, Noam Chomsky avait même vu que c'était un piège de multiplier le nombre de théories du complot là-dessus sans expliquer la politique concrète où on en était en termes d'agression impérialiste, les agressions impérialistes qui ont justifié, parce que c'était comme ça le plus important. Mais
c'est une nouvelle époque, c'est une nouvelle époque avec Internet, les gens sont pris une sorte de doute systématique. Donc ça, c'est des aspects un peu tragicomiques hein, des théories du complot qui se mettent en place, parce que souvent elles débouchent sur des choses qui sont très peu politiques. Mais vous avez quand même 2005. 2005, je vous rappelle, c'est quand même la victoire du non au référendum. Et alors, si on vient aux médias, c'est une victoire du peuple contre les médias, parce qu'à l'époque, tous les médias étaient pour le oui. Et moi, à l'époque, j'étais encore au PCF, qui avait encore au moins une colonne vertébrale, même si là, je pense qu'il a été trahi par le maire Georges Buffet, qui a dit qu'il faut négocier juste après la victoire. Hein, parce que, justement, je n'ai pas pardonné, parce que là, ça a été... Bon, mais c'était drôle, parce que le PCF imprimait le projet de constitution. C'est-à-dire que ceux qui voulaient faire lire, en fait, le projet de constitution sur lequel on allait voter, c'était effectivement c'était les communistes. Donc effectivement, la immense victoire des médias, contre les médias, et bon, cette culture Internet, je pense, se met en place, elle a commencé à jouer. Il y a un retour de Marx, notamment via la crise, hein, 2007-2008. Là, on s'est rendu compte que Marx était increvable, tout simplement parce que la loi de la baisse de profit, elle n'a pas chuté avec le mur de Berlin. Elle existe, l'objectivité, tout simplement. On n'a pas changé de mode de production. Et alors, effectivement, en même temps, moi qui connais un tout petit peu le milieu de l'édition, je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de malentendu, parce que ce retour de Marx, on a mis en avant des penseurs plutôt gauchistes comme Zizek ou Badiou, c'est-à-dire des gens dont je ne remets absolument pas en cause le magistère philosophique, ce sont des spécialistes de la philosophie, ça c'est pas, en tant que pédagogue, j'ai absolument aucune critique à faire, mais en termes de pertinence politique, ce sont des gens qui justement étaient le plus aux antipodes de ce mouvement de résistance populaire qui se faisait jour. C'est un mouvement en fait de défense de la souveraineté de la nation en France, hein, vers 2005. Je crois qu'il est symptomatique notamment que quelqu'un comme Badiou ait publié des textes où il dit sa haine du drapeau bleu blanc rouge. C'est quand même assez frappant. Je rappelle quand même que le Parti communiste français, de moins 35 à un traité de Maastricht inclus, a toujours lié le drapeau rouge et le drapeau bleu blanc rouge. En même temps, vu la particularité de notre histoire, c'est bien sûr le drapeau de la Révolution française. J'allais dire, bon, ça fait partie, il y a un certain marxisme qui a été promu, hein, il faut être clair. Je dis promu, pourquoi? Je vais vous donner, parce que là c'est mes exemples d'éditeurs, c'est à la fois privé et un peu public. J'avais un grand ami qui me manque beaucoup, qui est Domenico Losurdo, qui est mort l'année dernière, il est mort vraiment subitement. Et j'ai parlé d'Annie Lacroix-Rize, c'est des gens de ce niveau, c'est-à-dire des gens qui font vraiment une œuvre, c'est-à-dire qui dans la vie est un sacrifice par rapport à l'œuvre qu'ils font. Pour moi, c'était vraiment une locomotive du marxisme en Europe. Pas en histoire, en humain, dans un domaine, c'est l'histoire de la philosophie. Donc Domenico Losurdo, je pouvais évaluer à la façon dont il était publié dans un pays, je pouvais évaluer, j'allais dire, l'ambiance intellectuelle d'un pays. Et par exemple, je lui demandais, parce qu'on discutait effectivement de ces possibilités d'implantation en France, notamment j'ai toujours été loyal avec lui, c'est-à-dire que moi je suis un éditeur militant, c'est-à-dire que s'il y avait une possibilité d'être publié dans très bonnes conditions dans l'édition bourgeoise, hein, comme on dit, je l'aurais toujours aidé. Ce que j'ai fait d'ailleurs pour un livre qui s'appelle La contre-histoire du Berlich, je l'ai aidé à se faire aider ailleurs. Normalement j'avais une option sur le livre et puis je l'ai retiré pour qu'il puisse se faire publier. D'ailleurs ça lui a valu automatiquement un passage à Libération. Et à Libération, donc ça voulait dire, par rapport à l'UMA, ça voulait dire doubler ses ventes. Je vous dis ça parce que ce sont des choses concrètes. Hein, bon, bah, qu'est-ce qu'il me disait, Losurdo? Il me disait, en Angleterre, dans le milieu anglo-saxon, où c'est, comme vous savez, l'édition marxiste est surtout détenue par des trotskistes, par l'édition trotskiste, je ne peux pas publier de bouquin sur la Chine. Je ne peux pas publier un bouquin sur le socialisme réel. C'est-à-dire le socialisme réel ou le socialisme réellement existant, j'explique pour ceux qui n'ont pas la culture communiste, ça veut dire, bon, quand un pays passe au socialisme, bon, bah, y a des conditions,
comprend que c'est un processus, c'est une construction. A priori, les communistes avaient une forme de bienveillance vis-à-vis au moins de ce processus. Ils étaient capables d'avoir un peu de critique, mais ils ne commençaient pas à dire, comme les trotskistes, que déjà la révolution était trahie. En fait, en travaillant sur la notion de théorie du complot, je me suis dit finalement, il y avait une théorie du complot qui est antilittérable, qui est le trotskisme. Qui est ce trotskisme-là, en tout cas, je ne sais pas si. Qui est le fait de dire que toutes les révolutions, au bout d'un moment, sont toujours trahies. Même, à partir du moment où il y a quelque chose qui se met en place. Donc c'est assez frappant parce que, parce que donc justement, le Sourdo ne pouvait pas parler de pays concrets. Il pouvait dénoncer le libéralisme, mais il ne pouvait pas parler de processus en cours, de construction du socialisme, et y compris même sous un mode contradictoire, hein, comme la Chine actuellement. Et là, je voyais par exemple une interview, bon, ça n'intéresse que moi, ça n'intéresse que des professionnels de l'édition, mais je pense que c'est intéressant de voir ce qu'on peut en conclure politiquement. Je voyais une interview entre mon confrère qui s'appelait Bodgen, Sébastien, je crois, de l'édition Verso, qui est un brillant éditeur trotskiste, et Kouvelakis, qui lui est un brillant philosophe, trotskiste aussi, et il parlait de l'édition franco-anglaise. Et ils étaient d'accord sur le fait que en fait, le passage de la Manche d'un côté comme de l'autre en fait, faisait la notoriété d'un penseur marxiste. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être traduit en français, traduit en anglais, et puis multiplier en fait les conférences. Donc, je vais le croire. Mais donc, si on voit bien que, en fait, il faut que des gens, j'allais dire des philosophes continentaux, en gros, s'adaptent aux politiquement corrects trotskisants du monde anglo-saxon, et je sais qu'il est très important. Ça s'appelle une forme de censure. C'est sans doute une censure dont ils n'ont même pas vraiment conscience, en fait. Mais je pense que ça existe dans le marxisme tel qu'on l'a. Ce renouveau du marxisme a été limité par ça, d'une certaine manière. J'ai jamais fait, disons, avec les présupposés de la culture communiste, qui était quand même d'admettre qu'il existe un socialisme réellement existant avec ses propres contradictions. Je donne un autre exemple. Mon confrère de La Découverte, c'est un confrère d'immense qualité professionnelle, enfin, pour moi, qui suis très, comme je veux dire, marginal et très amateur, avec vraiment les moyens du bord. Pour moi, c'est toujours une source d'inspiration. Bon, il se trouve qu'à un moment, les éditions de La Découverte sont les héritiers des éditions Maspero, donc c'est extrêmement prestigieux, hein, c'est un très beau catalogue. Il se trouve que par le changement en fait, de propriétaire du capital, il se trouve qu'à un moment, le possesseur des éditions de La Découverte, c'était le baron Ernest-Antoine Sellière. Oui, c'est plus le cas, hein, mais ça a été le cas à un moment. Je ne sais même pas si lui-même était au courant de ça, tout simplement, c'est possible aussi. Justement, je ne fais pas ce que Bourdieu reproche lui, ce que je n'aime pas chez Bourdieu, c'est qu'il lui reproche aux marxistes en général, en fait, alors, ce qu'on pourrait l'attribuer aux marxistes vulgaires, ce que ne sont pas les marxistes, c'est de plaquer justement, non pas en dernière instance, mais en première instance, enfin un déterminisme absolu, c'est-à-dire que comme vous avez Ernest-Antoine Sellière, toutes les éditions de La Découverte sont totalement manipulées, c'est évidemment pas ça. Mais justement, si je vois bien une limite des éditions de La Découverte, c'est aussi sur la question du socialisme réel. Vous n'avez aucun livre parlant d'un point de vue au moins un peu bienveillant d'une volonté de construction du socialisme. J'ai fait un livre presque caricatural de ce point de vue-là, j'ai voulu faire un livre sur la Biélorussie. Je n'ai pas d'avis particulier sur la personne de Loukachenko, je constate juste qu'il y a 80% d'économie qui est dans le domaine public. Donc, je trouve qu'il faut au moins publier des informations là-dessus, par exemple. Le fait qu'on ne parle jamais de ce pays, ça pose un problème. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire des campagnes de l'opinion publique pour défendre ce pays, et même que c'est le paradis sur Terre, mais ça existe. Il y a des pays qui sont toujours dans le socialisme. Pourquoi ils sortent du radar, en fait? Bon, voilà, là je montre en fait un certain nombre de limites de ce marxisme. Donc, voilà, ça c'est ce qui s'est mis en place dans les années 2000. Bon, qui plus est, vous avez cette culture conspirationniste aussi qui se met en place. En un sens, elle est totalement anti-marxiste. Pourquoi elle est totalement anti-marxiste? Parce que justement, comment dire,
Oui, non, je veux revenir sur une chose. Quand je dis un instant de salir n'est pas derrière chaque bouquin de la découverte, c'est évidemment vrai. Donc vous n'avez pas de rôle de l'économie en première instance à tous les moments. Vous avez effectivement ce que Bourdieu appelait le champ. Vous avez tout un ensemble de contradictions, de rivalités, d'habitus. Enfin, vous avez l'ensemble de toutes. Ce que je reproche à Bourdieu, c'est de penser que qu'il rivalisait avec le marxisme en établissant ça, mais je veux dire, la plupart des sciences humaines, effectivement de Marx jusqu'à d'autres spécialistes de la sociologie, ont toujours montré en fait la pluralité de ces causalités, de ces influences, de ce qui fait en fait la vie intellectuelle. Hein. C'est évidemment une... Et effectivement, ce qu'on peut reprocher à toutes ces théories conspirationnistes, c'est qu'elles vous donnent une chaîne causale particulière, avec souvent une personne bien déterminée, qui est censée tout contrôler. Alors déjà, là où c'est totalement anti-marxiste, c'est que le marxisme s'inscrit aussi dans les pensées de l'inconscient. La classe de philo de base, on faisait remonter ça à Leibniz, les petites perceptions. Vous pouvez aller jusqu'à l'intellection de la nécessité, en passant par Spinoza, vous pouvez aller jusqu'à Freud avec l'inconscient, évidemment, avec ses lettres de noblesse, mais chez Marx, il y a bien un inconscient de classe aussi. C'est-à-dire que de toute façon, le mode de production et ses règles s'imposent à vous, que vous en ayez conscience ou pas. De toute façon, ça, que vous appartenez à une classe sociale, même sans être vous-même capitaliste, hein, ne serait-ce que familialement, etc., vous rentrez dans un certain nombre de systèmes, vous êtes façonné quand même par un certain nombre de modèles. Donc le marxisme admettait une forme d'inconscience de ces mécanismes-là. Enfin, en tout cas, il y avait une dialectique, en fait, déjà entre le hasard et la nécessité, évidemment, parce que tout n'est pas absolument déterminé, mais aussi entre donc, la conscience et l'inconscient. Le propre des théories du complot, si on peut... Alors, je les distingue du fait de montrer des complots dans l'histoire. Par exemple, l'incendie du Reichstag, c'est bien un complot. C'est évident, c'est attribué aux communistes, en fait, l'incendie du Reichstag pour après les arrêter. Bon, ça existe quand Neil Aquaris montre qu'il existe une association qui s'appelle la Synarchie, dans les années 30. En tant que marxiste, elle n'en a pas besoin. Il y a des intérêts de la bourgeoisie, ça suffisait. Mais simplement, si elle voit des tonnes de cartons à la préfecture de police avec marqué Synarchie, elle est bien obligée d'en rendre compte. Elle a donné toutes les codes d'archives pour les vérifier. Donc effectivement, elle est contredite pour un historien qui, lui, s'inscrit dans le monarchisme. J'allais dire, on comprend plus ses intérêts à lui de nier les collusions entre les monarchistes et l'Allemagne, par exemple, avant l'invasion, parce qu'on sait bien que Maurras appelait à flinguer tous les résistants, hein, ça, pendant la guerre, mais alors qu'il était soi-disant germanophobe avant, après il devient subitement germanophile quand les Allemands sont chez lui, ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes, mais en fait, effectivement, la théorie de la synarchie, d'une certaine manière, montre bien que les élites bourgeoises françaises, en fait, avaient déjà un plan de collusion et d'invasion, donc on comprend l'intérêt qu'ils ont à le nier. Chez Annie Gross, en tant que marxiste, elle n'en a même pas besoin. Mais bon, simplement, si elle voit le mot synarchie, elle reprend finalement d'ailleurs le terme de Bloch, hein, de l'étrange défaite. Hein. Le choix de la défaite, c'est la réponse à l'étrange défaite. Bloch se demande s'il n'y a pas justement cette collusion d'intérêts, sans être spécialement marxiste avéré. Mais... Donc voilà, il faut bien distinguer en fait le fait qu'il y ait des complots, le fait qu'il y ait des intérêts, des groupements. Le groupe Bilderberg, par exemple, j'ai fait exprès de publier un livre par un membre du comité central du Parti communiste italien sur le Bilderberg, parce que ça existe. Effectivement, il y a des révélations de Wikileaks, on en parlait de Wikileaks, sur la réalité de ce... effectivement, souvent on peut remarquer une corrélation entre le fait que la carrière de certains personnages politiques et le fait d'être passé par le groupe Bilderberg. Ça semble évident. Bon, mais effectivement, ce qui est le propre d'une théorie du complot, c'est la chaîne causale unique, avec cette idée que justement vous avez des acteurs qui maîtrisent tout, qui gouvernent tout. Le propre d'une théorie du complot, c'est souvent une narration complète de la réalité, c'est-à-dire ils privilégient souvent la thèse la plus étrange, la plus frappante, celle qui va à l'encontre, j'allais dire, de la sensibilité, mais surtout avec un effet de démobilisation, parce que si tout le monde si tous les autres vous contrôlent et pas vous, puis si vous n'êtes pas dans le coup, ça veut dire de toute façon vous n'avez aucune prise sur les choses.
c'est là où c'est totalement anti-marxiste, c'est qu'on ne voit pas justement la force du peuple. Si on tire les conséquences du marxisme jusqu'au bout, on se rend compte que c'est nous, le peuple, qui faisons tourner l'économie. La force du peuple repose essentiellement sur la nation. Les théories du complot, c'est pas ce qu'on inverse. J'en donne une par rapport à Assange. Parce que, je vais vous raconter, mais à partir du moment où j'avais parlé du fait qu'à un moment j'ai dû prononcer le mot de George Soros dans des gens qui étaient censés le défendre, je lui ai dit que ça posait problème, parce qu'à partir du moment où Assange avait précisément attaqué les liens entre Soros et Clinton, ça me posait le problème de voir des gens de Soros dans l'entourage de la défense d'Assange. C'est tout ce que j'ai dit, hein. Je n'ai pas dit que George Soros est derrière tout. Je m'en tiens à ce que dit George Soros. Quand George Soros dit j'ai fortement contribué à la révolution orange en Ukraine, je n'ai pas de raison de ne pas le croire, je pense qu'il a les moyens de le faire. Je m'en tiens à ça. Bon, mais donc effectivement, je ne crois pas être en tant que marxiste, enfin disons apprenti marxiste, dans cette marxiste de culture, en tout cas, j'ai moi-même une grande méfiance envers ce qu'on appelle les théories du complot. Et il y en a une par rapport à Assange. C'était, je ne veux même pas citer son nom, c'est pas la peine de faire une pub. D'ailleurs, ce bouquin a maintenant, je crois, 8 ou 7 ans. Et on n'en tue plus beaucoup parce que c'est délirant. Donc c'était quoi? Mais c'est amusant parce que c'est quoi la théorie du complot sur Assange? Évidemment, c'est un agent de la CIA. Vous ne le savez pas, c'est logique. Vous là, vous inversez totalement. C'est ce type qui est en fait la victime, en fait, qui risque complètement la mort, qui est en train d'être torturé justement par un système américain qui est en train de bafouer toutes les lois. En fait, serait évidemment un agent de la CIA, parce que la CIA n'aurait livré qu'une partie des informations. Alors, Assange est quand même le journaliste qui a le plus livré de documents dans le monde entier. Il a quand même dénoncé les guerres, les tortures, tout ce qu'avaient fait les États-Unis depuis des années, d'autres gouvernements, mais donc il n'en aurait livré qu'une partie. Et autre chose qui est propre au théorie du complot, il aurait été victime de manipulation lui-même n'est pas conscient. Il aurait été manipulé par des projets MKUltra. MKUltra, ça existait. Hein. C'est des programmes de FBI, de la CIA, c'est de manipulation pour avoir des agents portés jusqu'au bout. Donc, mais en même temps, cette théorie du complot-là, qui va nier en fait toute autonomie, tout libre arbitre à tout individu, elle se heurte quand même à une chose, c'est que nous-mêmes, nous ne sommes pas tous manipulés par un projet MKUltra, je ne crois pas, dans cette salle. Et quand on voit quelqu'un qui est littéralement sur le gris, livré à quelqu'un dont pour le dire rapidement, Assange n'a fait que dévoiler des informations d'intérêt public, donc tout a été avéré. Il a fait un travail de journaliste, hein, ce qui est à dire de protéger ses sources et de les publier, et il est lui-même persécuté pour ça. Donc nous, notre libre arbitre, on se rend compte que de toute façon, le fait que les États-Unis bafouent leur premier amendement sur la liberté d'expression pose un problème de façon journalistiquement. Donc on se heurte aussi à ça. Voilà, je donne simplement un exemple pour dire ce que c'est qu'une théorie du complot, et à la fois je prends ça très au sérieux, pas du tout sur le fait que c'est pas à partir du moment où on parle d'un complot ou d'influence ou de gros sacs d'influence, c'est pas ça qui fait qu'on rentre dans la théorie du complot. Mais par contre il y a une manière, mais c'est surtout quand elle est totalement anti-marxiste, enfin, c'est en tout cas anti-populaire, parce qu'elle vise en fait à la démobilisation. Donc si par exemple Assange était un prisonnier de la CIA, ben, effectivement, il faut qu'une chose à faire, c'est de l'abandonner, et de toute façon il va se faire tout par la CIA, mais c'est pas grave, parce que la CIA a décidé de s'auto-entretenir. Enfin, vous voyez ce que ça signifie. Donc, en un sens, donc, c'est comme... donc en un sens, ça c'est vraiment les années 2000 qui se mettent en place, c'est-à-dire que vous avez à la fois un renouveau du marxisme, vous avez une tentative de réponse en fait à la pensée unique par Internet et par une forme d'édition aussi qui se défend. Oui, j'ai aussi dire aussi, c'est que une chose qui a un peu sauvé le marxisme dans ce pays, c'est que faire un livre par rapport à l'époque de Maspero, ça coûte 5 fois moins cher. C'est une donnée factuelle, c'est-à-dire que maintenant l'éditeur, il est lui-même son propre typographe. En gros, c'est ça. Donc ça a permis d'avoir une certaine variété, par exemple, de l'édition, mais qui en même temps est trompeuse, parce que on n'est pas du tout dans la même période que dans les années 60 ou 70. Mais voilà, en même temps, je montre les avancées et puis les enjeux par rapport à cette période. Après, on passe dans les années 2010, hein, jusqu'à nos jours. Voilà, vous voyez, j'essaie de le faire de manière un petit peu ternaire, parce que je pense que là, on est dans une sorte de synthèse
de ce qui s'est passé avant. On commence à se mettre en place, par rapport à la question des médias qui nous intéresse, une sorte de retour de bâton. Ce qu'on appelle les GAFA en fait, commence à prendre en fait, une importance majeure. Même si vous avez plus de... Ça c'est vrai, quand on écoute des gens comme Assange ou sur Snowden, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont mis en place aussi des procédures de cryptage qui sont meilleures, mais c'est pas, ça touche moins le grand public, quoi. Ce qui est majeur, c'est quand même le contrôle quand même par de très grands acteurs, où vous avez plus effectivement de ce qu'on appelle des lois anti-fake news. Alors qu'est-ce que c'est une loi anti-fake news? Par exemple, c'est une réalité de notre époque. J'emploie l'anglicisme à dessein, puisqu'il l'emploie cette forme d'anglicisme. Justement, ils ont trouvé la nécessité d'inventer, en fait, de prendre un anglicisme, parce qu'en fait, on avait une loi sur la diffamation en France, hein, qui est la loi de 1881. C'était déjà une loi scélérate, hein, c'était une loi contre les communards. Mais c'est une loi qui, en même temps, bon, on peut comprendre que n'importe quel État, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi sur n'importe qui. Ça. Il faut quand même pouvoir avoir, au moins que... mais bon, il existait déjà, normalement, des lois contre la diffamation qui permettaient notamment disons, qui étaient à peu près acceptées dans l'opinion publique. Pourquoi justement créer une loi no fake news de plus? Ce qu'on a créé aussi, c'est ce qu'on appelle le décodex, enfin, c'est-à-dire ces journalistes qui commencent, alors qu'ils sont discrédités dans l'opinion, à commencer en plus à traquer en fait, ce qu'ils appellent des théories du complot, et comme je vous le dis, comme ils n'arrivent pas à en percevoir, justement, ils n'ont pas souvent l'outil de sciences humaines leur manque en fait, pour vraiment analyser ce que c'est justement qu'un complot. Enfin, bon, il y a vraiment une impression d'une sorte de chasse aux sorcières. Donc, quand je vous parlais des théories complotistes délirantes, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut simplement montrer que c'est délirant. Mais il ne s'agit pas de... Enfin, je ne vois pas comment on peut créer un arsenal juridique pour ça. Même si, bon, effectivement, là, on parle forcément, quand on est dans Assange, on parle aussi de liberté de la presse, de liberté d'opinion. Bon, moi, je ne suis pas anarchiste. Hein, personnellement, je ne pense pas qu'on doit faire dépérir l'État avec simplement des fuites. Hein. Je pense que l'impérialisme, il faut aussi le combattre les armes à la main. Hein. De ce point de vue-là, Assange ne remplacera pas Che Guevara, c'est pas son rôle historique, tout simplement. Mais effectivement, par exemple, je trouve aussi normal que des États puissent se défendre, c'est-à-dire que, par exemple, en République, il y a certaines lois, par exemple, des lois contre l'injure raciale, je pense qu'elles sont tout à fait justifiées. Il y a un certain moment où on ne va pas revenir à un climat des années 30, où on dit qu'on va suspendre Léon Blum à des crottes bouchées parce qu'il est juif ou des choses comme ça. Je ne veux pas d'un pays comme ça, quoi. Je pense qu'on doit pouvoir se défendre de ce point de vue-là. Donc je ne suis pas un apôtre de la liberté d'expression non contrôlée, délirante. Je pense normal qu'il y ait des lois sur la diffamation quand on franchit certains seuils. Mais d'ailleurs, bon, je ne crois pas que Assange, lui, soit un adepte non plus c'est pas forcément une voie un peu anarchiste, mais j'ai vu aussi beaucoup de gens le défendre d'un point de vue justement anarchiste, totalement anti-étatique, ce qui n'est pas mon point de vue. Il y a aussi une autre chose, c'est que je crois que la question des lanceurs d'alerte, elle est totalement justifiée quand vous avez des pays qui sont impérialistes, c'est-à-dire que c'est une vieille distinction entre le patriotisme et le nationalisme, qui est partagé par des communistes, parce que c'est comme ça que... mais aussi par des gaullistes, hein, parce que De Gaulle avait une très belle formule, il disait le patriotisme c'est l'amour des siens, le nationalisme c'est la haine des autres. Bon, grosso modo, même dans la culture communiste, le patriote c'est celui qui défend son pays, le nationaliste c'est celui qui veut envahir le pays des autres. Justement, l'internationalisme, c'est le fait de respecter chaque nation. Je pense que justement la limite du lanceur d'alerte, c'est effectivement, elle se borne aussi à l'impérialisme, c'est-à-dire je pense que Snowden, je pense que Chelsea Manning, je pense que Assange, je pense que ce sont des patriotes, c'est-à-dire, enfin, de toute façon, par rapport à la civilisation qu'ils représentent, ils sont totalement légitimes. Ils ont un côté très anglo-saxon, hein, très protestant, c'est-à-dire le côté de la prêtrise universelle, le fait qu'au bout d'un moment, ils se sentent seuls face à Dieu, il n'y a même pas besoin de clergé, ils sont capables de dire avec leur propre conscience morale, on a passé un cap, c'est plus possible là, par rapport du point de vue de l'humanité, c'est trop. Mais ils le font aussi parce que justement, ils sont au moins dans une sphère. Assange n'est pas états-unien, mais bon, il est dans la sphère anglo-saxonne. Et Snowden et Chelsea Manning, oui, mais ils sont dans un pays qui, de toute façon, excède sa propre puissance et nie le droit international. Donc, à partir de ce moment-là, ils sont parfaitement légitimes pour agir en tant que lanceurs d'alerte. Je veux dire, pour ce qui est
Donc là, de ce point de vue-là, c'est du patriotisme, parce qu'ils se rendent compte que de toute façon, il n'est pas dans l'intérêt de leur pays de fouler au pied le droit international. Je crois que c'est en ce sens qu'ils ont raison. Il y a cette très belle phrase d'Anatole France, vous l'avez à la fin du Silence de la mer, il est beau qu'un soldat désobéisse à des ordres criminels. Il le dit à un SS, ça vaut aussi pour n'importe quel missionnaire armé, comme disait Robespierre, qui ne nommait pas les missionnaires armés. Donc mais c'est un petit peu la limite de... Quand on dit qu'il y a une telle mode des lanceurs d'alerte, il y a comme quoi Assange serait une sorte de Gutenberg, il y a le génie qui serait échappé à la bouteille, on ne pourrait pas le remettre dedans. La limite, par exemple, c'est possible justement dans une situation bien particulière qui a complètement excédé ses limites, où justement vous avez un individualisme tel qu'il a encore certains ressorts, justement, de se rendre compte, vous avez encore la personnalité privée, qui en plus est liée à une certaine conception de la religion. Par exemple, dans le confucianisme, la morale, c'est beaucoup plus une Sittlichkeit au sens hegelien, c'est-à-dire c'est une morale qui est liée quand même à des mœurs, c'est pas la moralité ancienne. Donc je pense qu'il y a une limite anthropologique au modèle du lanceur d'alerte. Voilà pourquoi je ne suis pas dans l'idéologie non plus du lanceur d'alerte, même si je suis vraiment prêt à étudier chaque cas, ça m'intéresse beaucoup. Une autre, j'ai oublié de parler donc, par rapport à ces années 90, donc ce retour de bâton qui se met en place. Il y a un autre acteur qui arrive, ne serait-ce qu'en France, c'est les médias russes. C'est Sputnik et Russia Today, dont j'ai pas mal usé et abusé. Enfin, moi, j'ai toujours accepté les invitations qui m'ont fait. À un moment, j'y allais presque une fois par semaine, donc je pense qu'au bout d'un moment, peut-être ça a un petit peu lassé. J'ai pas le même rythme, même si je continue à y aller volontiers. Mais là aussi, on rentre. Ce qui est quand même intéressant, je trouve qu'on boucle un petit peu la boucle, parce que par rapport justement à cette époque des années 90, je vous disais, on était sorti de la guerre froide. Là, on y revient un peu. On y revient au bon sens du terme, c'est qu'en un sens, en tant que communiste, j'ai évidemment des critiques à faire au régime de Poutine. Grosso modo, mes références, c'est plutôt les communistes russes actuels. Mais en même temps, pour moi, les communistes russes ne sont légitimes, et la plupart du temps, ils ont ce profil-là, que s'ils refusent une révolution orange dans leur pays, c'est-à-dire que souvent, ils sont tout à fait patriotes, ils refusent toute forme d'ingérence. C'est vraiment, quand ils critiquent leur gouvernement, c'est d'un point de vue strictement interne. Souvent avec l'idée de dire... peut-être que la Russie est affaiblie justement par ce capitalisme-là, et si on repassait au socialisme, en fait, on serait beaucoup plus fort pour se défendre. Pour moi, les communistes russes ne sont crédibles que s'ils ont ce patriotisme-là. Et bon, donc Russia Today, effectivement, ou Sputnik, ce qui me semble intéressant, c'est que qu'ils en aient conscience ou pas, ils sont quand même héritiers de l'Union soviétique. En quel sens ? L'Union soviétique avait réussi, au moment de la guerre froide, à imposer un certain nombre d'organismes, notamment comme l'ONU. L'ONU étant moins intéressant que la charte de l'ONU. Tous les progressistes, je vois on a un ami commun qui est un grand juriste, il insiste toujours sur la charte de l'ONU. Je crois que ça fait vraiment partie des jalons du droit international, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça fait vraiment partie du socle du droit international qu'il faut défendre. Et pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse avec la diplomatie russe actuelle, je prends un exemple qui est celui du Venezuela, c'est qu'ils défendent le droit international. C'est pas simplement un point de vue pro-russe. De ce point de vue-là, il y a un universel concret qui est en acte dans cette politique-là. Ils sont aussi héritiers quand même de la grande diplomatie soviétique, c'est-à-dire qui était connue pour être la meilleure diplomatie du monde. Donc on continue à le dire de la diplomatie russe. C'est vrai qu'il suffit de voir Lavrov à côté de Pompeo. Il y a une différence de culture, une différence de référence. Quand vous voyez Mike Pompeo qui se vante de dire « Moi, à la CIA, on m'a appris à mentir, tricher, voler », c'est-à-dire de dire « Je suis un voyou, je m'en moque ». Enfin, les gens revendiquent, ouais. C'est leur technique. Donc, de ce point de vue-là, il y a quelque chose de positif dans ces chaînes russes, je le dis clairement. Il y a une limite, c'est que c'est des chaînes russes, tout simplement. C'est quand même malheureux que, grosso modo... quelle est leur stratégie? Là, je prends d'un point de vue strictement objectif. D'après ce que j'ai compris, si je regarde les articles qui ont été écrits, les Russes étaient en retard en termes de soft power. C'est pas du tout dans la culture, c'est même pas dans la culture orthodoxe. Cette idée même de manipuler l'opinion, ça fait pas tellement partie de... Ils n'ont pas la culture Hollywood
Hollywood a réussi à retourner les esprits en Europe en 1945. La plupart des gens pensaient que c'était les soviétiques qui les avaient libérés, à raison. Si on regarde en fait, le nombre de morts, de sacrifices, tout le monde le voit. Aujourd'hui, après 50 ans d'Hollywood, les gens sont persuadés que ce sont les États-Unis qui les ont libérés. Et on m'a dit récemment que les Japonais maintenant sont persuadés que Hiroshima et Nagasaki, c'est les Soviétiques qui leur ont envoyé. Donc j'ai pas encore vérifié les statistiques, mais je veux dire, ça ne m'étonnerait pas qu'on en soit là. Bon, ça s'appelle l'effet Hollywood. Bon, je crois qu'il y a eu des tas de théories sur le soft power. Je crois que d'une certaine manière, d'après ce que j'ai compris, pendant la guerre de 2008 en Géorgie, la Russie a compris que elle avait gagné cette guerre, mais qu'elle avait perdu médiatiquement. En tout cas, donc ils ont commencé à réfléchir en fait à l'idée d'une chaîne. Moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est qu'ils ont compris qu'il y avait une chaîne qui s'appelait, du temps de l'Union soviétique, il y avait une radio qui s'appelait Radio Free Europe, qui était une radio américaine, enfin états-unienne, et dont le cahier des charges était fait parler de tous les dissidents. Tous les opposants laissaient-leur la parole. À mon avis, ils se sont dit, on fait pareil avec Macron. Enfin, on fait pareil avec la France. On fait parler tous les opposants. Ce qui est très drôle, c'est que justement, on est arrivé dans la France, qui était le pays des Lumières, le pays quand même du débat intellectuel, le pays quand même où il y avait quand même une vie littéraire, une vie spirituelle quand même forte. On est arrivé à un tel degré de censure et puis d'autoconformisme. Enfin, cet esprit, je vous dis que pour moi, c'est France Culture finalement, là, où ces gens se parlent qu'à eux-mêmes. Donc ils sont arrivés à faire une chaîne qui devient absolument passionnante, parce qu'on a des gens qui sont censurés partout et qui interviennent là. C'est très intelligent. C'est très intelligent. C'est lamentable qu'on en soit là, d'une certaine manière. Genre, à la fois je leur rends hommage, et en même temps je me dis que c'est pas normal que ce soit une chaîne étrangère qui doive le faire. Et j'ajoute aussi, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas être objectifs sur leur propre pays. Bon, c'est assez sûr. Je pense qu'ils ont aussi des raisons de se sentir, ils ont un sentiment obsidional, hein, c'est le fait de... Obsidional, ça veut dire qu'ils se considèrent comme une forteresse assiégée, mais ils ont aussi des raisons de l'être. Je veux dire, le retour de la croix gammée à Kiev, je rappelle que Kiev c'est quand même la route des invasions, hein, pour la Russie, c'est un pistolet braqué sur leur temple, notamment quand on a vu les soi-disant progressistes ou sociodémocrates vanter ce processus-là, y compris même l'islamisme en Syrie. Je sympathise avec cette cause patriotique-là, du moment qu'elle ne devient pas un nationalisme. Hein, voilà. Mais en même temps, c'est vrai que la manière même dont ils s'y prennent, par exemple, je vois des... Moi je suis toujours passé sur ces médias sur des sujets complètement externes à la Russie. Et c'est vrai que je vois souvent l'information russe, elle est traitée directement depuis Moscou, dans un français parfait, avec des R très roulés, mais elle est traitée depuis Moscou. Je pense que c'est quelque chose qui devrait travailler. Enfin, il faudra arriver à avoir aussi un véritable débat. Enfin, en même temps, j'ai vu énormément d'auteurs qui ont été publiés chez moi, qui ont été attaqués dans un livre comme Espion du Kremlin. Alors, je crois que ceux qui ont réussi à porter plainte à temps ont réussi à faire... ont réussi à faire condamner le livre, d'après ce que j'ai compris, enfin, avoir des dédommagements. Je n'ai pas bien suivi l'histoire, mais c'est vrai que c'est déjà cette russophobie est complètement délirante. Voilà ce que j'avais à dire sur ce nouvel acteur. Donc c'est à la fois c'est une avancée, mais en même temps c'est un processus dialectique. C'est aussi, ça révèle aussi quand même nos faiblesses. C'est pas normal qu'on n'arrive pas à s'organiser suffisamment en France pour avoir un véritable pluralisme. Et donc j'en arrive à Assange, j'en arrive à Snowden, j'en arrive en fait aux circonstances actuelles par rapport à ma séquence où je dis, c'est-à-dire la pensée unique, le réveil d'Internet avec ses ambiguïtés et cette volonté de contrôler l'information. Et là, on arrive en fait avec des cas extrêmes, c'est-à-dire Julian Assange, c'est le plus grand journaliste de tous les temps en termes d'information, en termes de journaliste primé aussi. Là récemment, je crois que c'était un prix Nobel de la paix qui lui a remis son prix. Alors que les journalistes veulent nous faire croire qu'il n'est pas journaliste. Bon, c'est quand même. C'était un hacker dans sa jeunesse, mais là c'est pas un hacker. Il n'a fait que publier en fait les informations fournies par Chelsea Manning. Chelsea Manning, c'est Bradley Manning, hein, ça s'appelait Bradley Manning, maintenant ça s'appelle Chelsea Manning. Alors, il y a beaucoup de mensonges autour de lui.
Alors, par exemple, il n'y a pas le mot viol dans son dossier. Donc, concrètement, ce qui s'est passé en Suède, je rappelle que l'affaire suédoise a lieu après les révélations les plus tonitruantes d'Assange, notamment Collateral Murder. Alors, qu'est-ce que c'est Collateral Murder? C'était cette vidéo où on voit en fait des Américains flinguer des Irakiens comme des lapins, comme sur un jeu électronique. Vous avez compris, des journalistes, vous avez des enfants. C'est-à-dire qu'on passe à un autre stade qui est, je ne sais pas s'il ressemble, c'est des SS avec le côté jeu vidéo, quoi, si vous voulez. C'est encore plus effrayant finalement. Et par rapport justement à ces journalistes embedded, parce que c'était quand même c'est un peu ça qu'on a connu dans les années 90. Moi je me souviens, adolescent, je venais d'une famille de gauche, j'avais conscience de ce qu'avait été la guerre du Vietnam et du réveil de l'opinion publique, de l'opposition à la guerre qui était absolument... Et puis surtout de ce que ça signifiait, c'est-à-dire en fait un petit peuple de résiculteurs se faisant bombarder par des défoliants, par l'agent orange. Enfin, ça avait été en même temps une défaite totale, morale des États-Unis, cette guerre. Y compris, ils en avaient énormément parlé. Je crois que on voyait bien que la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, et ce qu'il s'agissait de faire, c'était leur soi-disant guerre propre. Comme si ce type de guerre pouvait être propre. Tous ceux qui connaissent un peu l'histoire de la guerre d'Algérie se rendent bien compte que ça ne peut pas être propre, de toute façon. D'ailleurs, on sait très bien que le savoir-faire des militaires français de la guerre d'Alger a été exporté en Amérique du Sud, de la guerre contre-insurrectionnelle. Donc on sait très bien comment ça marche quand on est un tout petit peu intellectuel, mais il fallait prouver à l'opinion publique. Et moi, je veux dire, le drame de mon adolescence, c'était justement quand je me heurtais finalement à cette indifférence de l'opinion publique par rapport à cette guerre impérialiste, ce retour de l'impérialisme, c'était qu'on n'avait pas d'image, on ne savait pas ce que c'était. Et là, 2010, Collateral Murder, là on la voit, la guerre, on la voit vraiment dans toute son horreur. Et donc effectivement, c'est l'affaire suédoise. Alors, je reviens à ça, c'est toujours mon problème d'ouvrir des parenthèses que je ne ferme pas, excusez-moi. Assange, à mon avis, pris dans un piège parce qu'il est invité par des gens du Parti social-démocrate suédois, qui n'est plus celui de l'ère Olof Palme. Olof Palme, lui, était opposé à la guerre du Vietnam et puis s'est fait flinguer. Le Parti social-démocrate a énormément changé, donc il est invité par un groupe de chrétiens au sein de ce Parti social-démocrate. Et donc il y a eu trois affaires, on a ouvert 3 fois le dossier. Une première fois, c'était parce qu'il avait un rapport sexuel consenti mais non protégé. Donc en fait, il fallait qu'il montre qu'il n'avait pas de MST, de maladie sexuellement transmissible. Donc il s'est livré à ce test, mais personne ne lui a jamais reproché le terme de viol. Il y a eu énormément de fautes juridiques dans cette affaire, parce que par exemple, la policière qui a pris la disposition d'une des plaignantes était du même parti social-démocrate, mais vivait même pas dans le même quartier. Donc d'ailleurs, une des deux plaignantes a retiré sa plainte. Le dossier a été rouvert par un autre magistrat, alors qu'aucune pièce n'avait été ajoutée au dossier, ce qui n'est pas du tout logique. Et en fait, l'idée, c'était que Assange vienne témoigner en Suède, alors qu'en fait, il ne pouvait pas le faire en Angleterre. Mais comme il y avait une juridiction d'extradition de la Suède vers les États-Unis, il était absolument hors de question. Enfin, il n'est pas possible à Assange de le faire, mais il a toujours dit qu'il était prêt à communiquer toutes les informations possibles à la justice suédoise. Il s'est toujours mis, au moins par visioconférence, il s'est toujours mis à cette disposition. Et finalement, il a fini par le faire sous la pression de l'opinion publique en Suède. Il a pu le faire en 2016, je crois. Alors, l'affaire a été rouverte, mais absolument pas par les plaignantes, on ne sait pas pourquoi. Mais ce qu'on sait, c'est que il y a un certain Claes Borgström, parce que moi je ne prononce pas le suédois, je ne sais pas comment il faut le prononcer, qui a réouvert l'enquête. C'est lui qui est à l'origine de la réouverture de cette enquête. Et on sait qu'il est dans un cabinet d'avocats avec Thomas Bodström, c'est quasiment c'est presque le même nom. Thomas Bodström est qualifié de Monsieur USA en Suède. C'était l'ancien ministre de la Justice suédois. Alors ce monsieur Bodström, lui, s'est fait connaître dans une pire affaire d'extradition avec torture de citoyens suédois, mais d'origine arabe, qui avaient été envoyés directement
dans une prison de la CIA en Égypte, qui s'appelait Agiza et El-Zeri, et ont été torturés. Donc c'est un homme des États-Unis. Donc la personne qui a rouvert en fait cette troisième enquête indépendamment des témoins est liée avec un homme de la CIA, un ancien ministre suédois. Donc déjà ça pose un énorme problème. Voilà encore de... Donc je rappelle qu'il n'y a pas le mot viol dans le dossier. Continuer à répondre ça, le viol, c'est une chose effectivement extrêmement sérieuse. Mais je pense que s'il y a bien instrumentalisation de cette question, c'est bien par les adversaires d'Assange. Donc il faudrait quand même qu'ils en tiennent compte. Autre chose. Oui, je en profite pour dire, il y a énormément de choses bizarres dans ce dossier. Par exemple, la juge qui s'occupe de lui, qui s'appelle Madame Arbuthnot, son mari est... Elle n'est absolument pas impartiale, c'est pas possible, parce que son mari s'occupe d'une agence de sécurité. Ils sont trois donc, au cabinet d'administration. L'autre est un spécialiste des lois antiterroristes britanniques, et l'autre est l'ancien dirigeant du MI6, c'est-à-dire le service secret britannique. Et ce sont des gens qui ont participé au dossier qui a été monté pour faire le fameux dossier des armes de destruction massive en Irak. Donc, c'est cette dame qui donne des leçons à M. Assange en disant vous êtes incapable de comprendre autre chose que vos intérêts. Enfin, voilà. C'est pour donner un petit peu le cadre. Bon, je continue sur ce qu'on dit. Donc, on dit qu'il a mis des vies en danger. Alors, il se trouve qu'il y a des responsables de l'OTAN qui ont dit que non, il n'a absolument pas mis de vie en danger. Enfin, ils n'ont pu donner aucun nom. C'est vrai qu'il y a même des procédures pour permettre aussi qu'il y ait une sorte de doctoring, hein, comme on dit, enfin, en tout cas de contrôle de la publication, à partir du moment où ces choses étaient révélées. C'est vrai que l'idée même de valider cette idée, il me semble que quand on est un soldat états-unien et qu'on envahit un autre pays, il y a certains risques à prendre aussi. Enfin, il faut comprendre que, je ne sais pas, quand le colonel Fabien flingue l'aspirant Mauser, je veux dire, bon, je sais pas, est-ce qu'il y avait des gens pour dire oula, vous avez révélé le nom de l'aspirant Mauser ou d'un certain Klaus Barbie qui est bien connu à Lyon, parce que s'il a révélé le nom de tortionnaire à Abu Ghraib. Bon, le fait est, enfin, en tout cas, il a révélé les pratiques de torture à Abu Ghraib. Je trouve l'idée même de penser qu'il ne faudrait pas mettre la vie de tortionnaire en danger dans un cadre de guerre me semble aussi problématique, mais le fait est que de toute façon, Assange lui-même n'est pas tombé dans ce travers-là, si je puis dire, et lui-même et même des officiels, enfin, des responsables de l'armée américaine n'ont jamais pu établir une liste pour ça. Donc on dit qu'il est pro-russe, donc ça c'est à la mode, notamment parce qu'il s'est pris à Clinton. Il a lui-même publié des dossiers russes compromettants. Bon, il se trouve que c'est la presse occidentale qui s'en est pas forcément très intéressée. Bon, alors pourquoi je me suis rentré dans cette affaire, alors qu'il y a de grands spécialistes de l'histoire, et que je continue d'ailleurs à trouver très intéressant, c'est pas du tout la question. Ce qui m'a semblé absolument choquant, c'est ces conditions de détention. Et surtout l'absence, l'inanité totale de la défense. Donc j'ai fait un texte. Ce texte, il est peut-être trop elliptique. Donc justement, je vais un peu le détailler, parce qu'il faut que j'aille un peu vite, donc comme ça permettra d'augmenter un peu le rythme. Mais je vais un peu expliquer le problème. Vous comprendrez la complexité de la chose. Notamment le fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que si on ne prenait pas nos responsabilités, en tant que, j'allais dire, comme mouvement ouvrier, il était vraiment bien seul. Donc, y compris même, il fallait que je prenne la responsabilité par rapport à ce collectif avec lequel je travaillais, parce qu'il y a eu une sorte d'enquête qui est en cours, avec beaucoup de gens qui sont regroupés autour des Gilets jaunes, hein, notamment Véronique Pidancé derrière, qui inspirait, qui est une sorte de tête pensante de ce collectif. Il y a énormément de gens qui travaillent, il y a des journalistes qui le font de manière anonyme et pour des raisons évidentes, que je ne vais pas détailler. Simplement, je me suis dit, il faut absolument publier ça, il faut absolument au moins... je suis en deçà de l'enquête, c'est-à-dire que je publie que ce qui est le plus
j'allais dire, tout ce qui montre que justement il faut qu'on prenne les choses en main, il faut qu'on s'appuie sur un certain nombre de déclarations de l'ONU. Je rappelle que ça fait depuis 2016 que l'ONU demande qu'il soit libéré, indemnisé, conduit en lieu sûr, et qu'il est absolument innocent de tout crime. Il n'y a aucune législation qui l'a enfreinte. Donc voilà pourquoi je me suis dit il faut prendre la responsabilité, il faut le clamer au fort. Donc je vais détailler un petit peu ce texte que j'avais fait. Donc on demande un contrôle médical de l'ONU pour Julian Assange. Parce que l'avocat britannique de Julian Assange, John Jones, est mort prétendument par suicide en avril 2016. Et j'ai rajouté parce que son confrère aux États-Unis est mort le mois d'après. Ça, c'était en août que j'avais écrit ça. L'année 2016, il y a énormément de morts autour de l'affaire Wikileaks. Vous avez... Ah. Ça va? Excusez-moi. Vous avez donc Michael Ratner, qui est son avocat américain, mais qui semble être mort de vieillesse. Mais vous avez aussi Seth Rich. Seth Rich, c'était un responsable du comité de campagne des démocrates aux États-Unis, qui lui a été... il n'a pas pu se suicider, puisque là, ce sont des balles dans le dos qui lui ont été tirées. Quelques mois après, de l'ambassade d'Équateur, Julian Assange révélait, à mon avis, ce qui est l'autre énorme phénomène. Après Collateral Murder, je pense que ça a été vraiment pour moi la chose la plus importante, c'est-à-dire les collusions en fait entre les coordonnées de John Podesta à Hillary Clinton, et notamment, qu'est-ce que vous saviez et les coordonnées de Podesta à Soros. Donc Soros dit lui-même qu'il se met d'accord avec Podesta, alors qu'il est soi-disant une ONG. Donc là, il se met d'accord avec des gens qui gouvernent un État pour organiser des manifestations anti-Trump. Et Assange révèle aussi le fait que Hillary Clinton a été financée, une conférence a été financée par Goldman Sachs, ça avait beaucoup mis à sa campagne. Le fait qu'au moment où elle avait signé le plus grand contrat de l'histoire entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, montre que le Qatar et l'Arabie Saoudite ont financé la fondation Clinton et que le Qatar et l'Arabie Saoudite ont financé Daesh. C'est-à-dire qu'en fait la fondation Clinton et Daesh avaient en fait la même source. Je rappelle qu'il n'y a aucune information de Wikileaks qui a pu être démentie. Donc quelque part, il veut montrer que la soi-disant gauche aux États-Unis était vraiment complètement impérialiste et plus que pourrie en fait. On était vraiment, ça me semble quand même à mon avis, la seconde, après Collateral Murder, c'est-à-dire la réalité de la guerre, la réalité de cette sale guerre. Je crois que aussi c'est l'inanité de cette gauche américaine, c'est pas pour défendre la droite, hein, mais en tout cas on voyait vraiment que on la voyait démasquée. Donc, en tout cas, il y a celui qui était susceptible d'être l'informateur d'Assange, qui s'appelait Seth Rich, a été assassiné. Le fait de dire que Seth Rich a été assassiné parce qu'il était l'informateur d'Assange vaut aux États-Unis le titre de théoricien du complot. Là, c'est obligatoire. Moi j'appelle ça, je suis d'origine normande, le tête d'un quiz, bon, c'est possible. En tout cas, je pense qu'il y a un certain nombre de, sans rentrer dans le... il y a un certain nombre de choses qui sont bizarres dans cette année. Je pense qu'on n'a pas forcément toutes les preuves, mais c'était étonnant ce nombre de morts autour d'Assange cette année. Vous avez un autre membre de ce même comité démocrate, John Yamashi, qui est mort en faisant comment on appelle ça, la gonflée, enfin, vous savez, du bodybuilding. Il est mort, sont écrasés par le poids. Voilà. Le mentor, le meilleur ami de Julian Assange, McFadden, est mort cette même année aussi. Bon, ça commence à faire beaucoup. Donc quand il parle de Bloody Air, moi tout ce que j'en conclus, je n'ai pas dit que j'ai la preuve absolue, je conclus que le climat autour d'Assange est extrêmement dangereux. Bon. Je continue. Parce que les États-Unis tentent d'intimider les témoins de Chelsea Manning. Oui, ça s'appelle de l'intimidation de témoins. Elle était de nouveau emprisonnée parce qu'elle refuse de témoigner. Bon, ça s'appelle aussi un viol de l'égalité juridictionnelle. Intimider les témoins de Chelsea Manning et Jacob Appelbaum. Alors Jacob Appelbaum, c'était lui qui avait révélé à la place d'Assange la vidéo Collateral Murder. C'était lui qui avait été mis en avant. Alors, on n'a plus de nouvelles de lui depuis janvier. Moi, je n'ai pas trouvé d'article depuis janvier. Alors, j'en conclus rien, je sais pas du tout, je ne sais pas où il est, mais simplement, je me rends compte qu'il ne peut pas l'aider. Pour X raisons. Et lui aussi avait été victime d'accusations de viol plus ou moins délirantes. Alors, qu'est-ce que je disais aussi? Parce qu'on était là sans nouvelles de Sarah Harrison qui avait autant aidé Assange qu'Edward Scott Snowden.
Alors Sarah Harrison, d'après ce que j'ai compris, c'est pas un secret, je crois que c'était la compagne de Julian Assange pendant au moins 3 ans. Oui. Je crois pas que ce soit révélé un scoop. C'est elle qui avait aidé Snowden à s'échapper. Enfin, c'est-à-dire que quand Snowden avait été, vous savez, il avait d'abord été à Hong Kong, et puis pendant 1 mois, il avait été à l'aéroport de Moscou avant qu'il ne fût accepté par la Russie. Il est resté pendant 1 mois. La personne qui l'a accompagné, qui l'a soutenu, c'était Sarah Harrison. Donc ça m'a étonné d'ailleurs parce que j'ai lu la bio de Snowden, elle vient de sortir. J'ai un petit peu regardé. Bon, il remercie chaleureusement Sarah Harrison. Il découple un peu sa propre histoire de celle d'Assange. Mais je pense que c'est pour des raisons tactiques. Hein, parce qu'il essaye de revenir dans un pays occidental. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas, bon, c'est dommage. Mais en tout cas, il ne doit pas être en mesure de pouvoir lier son cas à celui d'Assange. Mais pourtant, bon, Sarah Harrison, c'était vraiment Wikileaks. Hein. C'est-à-dire que c'est motu proprio que Snowden a fait ses propres révélations. C'est passé par d'autres, mais en tout cas, il a été aidé par Sarah Harrison. Bon, Sarah Harrison, on est sans nouvelles. Alors moi, je suis tombé sur des gens autour de ce groupe. Sont tombés sur des gens en Allemagne qui disent « Si, je l'ai vu la semaine dernière, il n'y a pas de problème. » Bon, il y a des amis à moi qui sont même passés par des députés de Die Linke, essayer d'avoir... elle n'a pas de statut social, de raison formelle. Bon, simplement, elle est introuvable. Je n'en conclus rien, je dis juste qu'elle ne peut pas l'aider. Donc c'est tout ce que je conclus. Je ne sais pas du tout dans quelles conditions elle est là, je ne sais pas si elle est menacée, je n'en sais strictement rien. Tout ce que je sais, c'est qu'elle n'est pas là. Bon. Tout ça pour justifier aussi pourquoi Assange est en danger. Bon. Alors, parce que dans ce qui reste de l'entourage actuel d'Assange, Joseph Farrell, présenté comme l'ambassadeur de Wikileaks, siège au conseil du Center for Investigative Journalism, lequel est financé par l'Open Society de George Soros. Là, je reconnais que c'est un peu un point faible. Un peu un point faible parce que, pourquoi dans mon argumentation, parce que George Soros, il a financé énormément d'associations. Donc il est possible qu'il y ait une collusion. Un peu partout, que de toute façon des organismes de défense de la liberté de la presse, il y a toujours un finance pour Soros quelque part, c'est tout à fait possible. Simplement, je rappelle quand même que Assange a attaqué frontalement George Soros en 2016. Donc de toute façon, ça me semble bizarre qu'il y ait autant de collusion. Mais cette collusion, vous la retrouvez aussi dans le Daughtry Street Chambers, qui est l'organisme juridique de défense d'Assange. Vous la retrouvez aussi. Me semble aussi beaucoup plus étonnant. Une des avocates d'Assange qui est dans le film de Laura Poitras, on la voit, le film Risque, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Renata Avila. Elle est désormais directrice exécutive depuis 2018 de la Fundación Ciudadanía Inteligente, financée par l'Open Society. Et cette fondation est aussi financée par le National Endowment for Democracy. Je ne sais pas si vous savez, c'est la NED, c'était fondé par Ronald Reagan. C'est quand même une officine impérialiste. Alors je me dis peut-être qu'elle n'est plus d'entourage proche d'Assange, c'est possible. Là, je regardais sur le tweet de Jennifer Robinson, qui est l'avocate d'Assange. Elle retweetait la présence de Renata Avila. Donc, moi, je leur dis tout simplement, comment est-ce que vous pouvez à la fois servir de maître? Là, il y a un problème. La National Endowment for Democracy et être proche de la défense d'Assange. Moi, ça me pose un certain nombre de problèmes. La Jennifer Robinson dirige la Bertha Foundation. Je l'appelle la grosse Bertha, personnellement. On voit qu'elle ne travaille pas dans un contexte français, parce qu'évidemment, on pense à ça. Bon, alors, cette fondation a aussi des liens, au moins par ça m'a été confirmé par les gens du Diplo, vous voyez, c'est pas l'extrême droite. Les gens du Diplo, elle a aussi des liens avec sa maison sœur en Hongrie, et aussi liée avec Soros. Bon, c'est pas tellement ça le problème. Ce qui me choque, c'est que rien n'était fait pour interjeter appel en juillet 2019 de la condamnation à 50 semaines pour rupture de bail d'Assange. Et ce qui vit, c'est actuellement il est emprisonné pour 50 semaines pour ça, à la prison de Belmarsh aux États-Unis, en Angleterre. Rien n'a été fait pour le faire. Raffenson, qui est la personne qui s'occupe de Wikileaks, a dit c'est une perte de temps et d'argent. Bon, alors ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui Wikileaks se paye par exemple les services de l'EI Bureau, je ne sais pas comment vous savez, L-E-I-G-H Bureau, qui emploie notamment des porte-paroles, et dont le world renowned philosopher, le philosophe mondialement connu, Bernard-Henri Lévy. Enfin, encore comme
comme adversaire de l'impérialisme, enfin, pour défendre un prisonnier de l'impérialisme, on fait un peu mieux. Donc, ça aussi, ça me pose problème sur la pertinence de la défense. Hein. Là, je hurle pas au complot, je ne dis pas qu'ils sont récupérés, je dis que c'est n'importe quoi, tout simplement. Alors que justement, comme que je vous l'ai dit, il y a tellement d'erreurs dans cette histoire. Le dossier suédois, vous voyez à quel point ça pouvait faire tomber. Je pense qu'un avocat commis d'office aurait détruit les accusations depuis longtemps. Je vais vraiment terminer. Y compris aussi le fait de remettre en cause les juges. Alors, je sais qu'on n'a pas cette culture quand même de la défense de rupture comme on avait depuis la guerre d'Algérie, et puis surtout en Angleterre, c'est très différent de la France. Mais bon, quand même, il y a matière. Depuis 2011, c'est un cabinet de cadors, hein, d'avocats qui, d'après ce que j'ai compris, sont payés avec les droits d'auteur d'Assange, hein, parce qu'Assange n'a plus les moyens de le faire. Avant, Assange avait des gens qui étaient liés au mouvement ouvrier. Et ça semblait beaucoup pertinent. Il y a eu depuis 2011, il y a eu une évolution de sa défense. Enfin, il y a une faiblesse manifeste de sa défense. Donc, ils n'ont pas interjeté appel en juillet 2019. Audition au 13 septembre, on est en pleine fête de l'image, je l'ai appris juste après. Le juge convoque Assange, à Belmarsh. Il dit c'est bizarre, et sur un ton vraiment sarcastique, dit c'est bizarre, vos avocats n'ont même pas fait appel, comment vous expliquez ça? Et Assange, ça a été relayé dans la presse, Assange a répondu mes avocats vont certainement expliquer. Bon, ça veut dire que lui-même ne se l'explique pas. Donc voilà aussi pourquoi moi je me suis senti la nécessité de parler, c'est parce que je ne comprends pas cette défense. Bon. Qu'est-ce que je rajoutais? Parce que George Soros a ouvertement reconnu avoir soutenu la révolution orange en Ukraine, laquelle converge avec un plan clairement affiché par les tenants de l'impérialisme états-unien de fragmentation de l'espace ex-soviétique, Zbigniew Brzezinski ayant même dévoilé ce plan. Zbigniew Brzezinski, c'était le conseiller des démocrates. Le plan, c'est couper la Russie en trois. C'est-à-dire, je crois que c'est à peu près le même plan que les nazis, hein. Donc, et surtout couper la Russie de l'Ukraine, c'est-à-dire la route des invasions. Bon, c'est le même. Donc là, de ce point de vue-là, George Soros était... par rapport à ce qu'a révélé Assange, il y a une contradiction majeure. Sans rentrer dans les propos, j'ai jamais dit que Soros était derrière toutes les révolutions oranges qui ont lieu. Hein. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'il y a une alliée de Jennifer Robinson qui travaille dans sa Bertha Foundation, qui s'appelle Ramouter Remezait, qui elle s'est fait expulser d'Azerbaïdjan pour des menées sans doute subversives. Bon. Ça me semble aussi bizarre, je mets simplement, je vous le signale simplement. Parce que Wikileaks a révélé les connivences entre Soros et l'équipe de campagne de Clinton en 2016, donc notamment le lien avec l'initiation Move.org. Parce que, ça j'en ai déjà parlé, parce que les dirigeants états-uniens, Hillary Clinton comprises, ne cachent ni la haine qu'elles éprouvent envers Julian Assange, ni leur volonté de le faire taire à jamais. Donc, elle a dit que c'était une blague quand on avait dit qu'elle avait dit qu'il fallait le droner, hein, mais bon, mais on voit bien quand même quelle est la haine qu'elle avait par rapport à lui. C'est vrai qu'en même temps, il a détruit sa campagne, mais contrairement à ce que dit John Pilger, parce qu'il y a eu une manifestation avec un concert, il a dit c'est l'Amérique de Trump qui veut savoir. C'est pas que l'Amérique de Trump, c'est aussi l'Amérique de Trump, mais c'est aussi l'Amérique de Clinton. Enfin, il y a une véritable collusion de l'ensemble de ce système. Je vais bientôt terminer mon texte, parce que des responsables comme George W. Bush et Richard Cheney, donc dit Cheney, ont reconnu et justifié l'existence de centres de détention secrets de la CIA et la pratique de la torture. Ils l'ont reconnu eux-mêmes, hein. Donc c'est très clair, parce qu'il existe des centres comme Guantanamo qui, de par leur caractère extraterritorial, ça n'appartient pas à Cuba, hein. C'est à Cuba, mais c'est évidemment pas à Cuba, ils n'auraient jamais toléré ça. Et en même temps, c'est pas exactement les États-Unis, c'est l'armée américaine qui dirige ça. Permettre d'échapper à tout contrôle de la justice, parce que le rapporteur de l'ONU sur la torture, M. Nils Melzer, qui j'ai écrit d'ailleurs depuis, a dit que Julian Assange souffrait de torture psychologique, que son état était préoccupant et qu'il pouvait mourir en prison. Parce que nous ne pouvons pas nous contenter d'être témoignables d'un simple journaliste, fût-il aussi bien intentionné et préoccupé de la santé de Julian Assange que John Pilger, pour attester qu'Assange est toujours à Belmarsh et qu'il n'est pas en danger de mort. Moi, il m'est parfaitement sympathique, c'est un très grand journaliste, John Pilger, un journaliste australien, mais moi je crois que ce dont Assange a besoin, c'est d'un avocat et d'un médecin, et surtout d'un rapport filmé, concret. Et là, quand je vois John Pilger avec une énorme pancarte non à l'extradition d'Assange, il est en deçà de l'ONU. L'ONU demande depuis 2016 qu'on le libère.
parce qu'il est innocent. Il ne s'agit pas de ne pas l'extrader, il est déjà emprisonné par l'Angleterre. Comment est-ce qu'on peut être aussi mauvais dans la stratégie? Sans jeter la pierre à quiconque, il y a un énorme problème. Parce qu'en dehors de ce communiqué, nous n'avons pas d'autres nouvelles d'Assange depuis plusieurs semaines, donc ça date un peu, depuis Vivienne Westwood. Alors, il faut vraiment être VIP pour imaginer qu'il a besoin de VIP que Vivienne Westwood. Vivienne Westwood, elle n'a pas dit tellement plus que John Pilger, et encore, je ne veux absolument pas lui jeter la pierre, mais qu'est-ce qu'elle a pu voir, parce qu'à chaque fois, les comités sont ultra laconiques. Alors, parce qu'il est à l'isolement 23 heures sur 24, dans des conditions où on a dit qu'il a été torturé psychologiquement. C'est pas, on ne peut pas se contenter de ça. De toute façon, indépendamment du jugement qu'on a sur ces personnes, et a priori je ne remets pas en cause leur bonne volonté, mais d'une certaine manière, je me demande si ça peut pas partir aussi d'une manipulation, le fait de dire il est toujours là, il est toujours bien vivant. Parce que ces gens qu'on voit une fois par mois sortir, bon, on ne sait même pas si la personne s'ils ont pu s'assurer de l'identité même de la personne qu'ils ont vue, si la personne n'était pas droguée. Ce sont des conditions tellement mauvaises qu'on est quand même en droit de se poser ces questions. Là, c'est pas du complot, c'est vraiment du doute systématique. Vous pouvez l'appeler cartésien si vous voulez ramener ça à notre franchitude, comme dirait l'autre. Bon. Mais voilà, d'autant plus que bon, les gens du comité, j'ai vu des lettres, je pense qu'on va les publier, une lettre d'Assange où il dit I am in a very dark place presently. Je suis un endroit très sombre aujourd'hui. C'est peut-être simplement ces conditions. C'est peut-être autre chose, je n'en sais rien, mais de toute façon, dans ces conditions-là, voilà pourquoi je concluais. Pour toutes ces raisons, et sans faire de procès d'intention à quiconque, ni contester à chacun le droit d'avoir telle ou telle opinion, ni la défense et au soutien de Julian Assange de s'organiser comme ils entendent, nous ne pouvons néanmoins pas faire reposer notre entière confiance sur tel ou tel individu constituant l'entourage de Julian Assange, ou plutôt de ce qu'il en reste actuellement, parce qu'entre ceux qui ne sont pas morts, qui n'ont pas été flingués, qui n'ont pas été menacés, qui n'ont pas disparu, il ne reste plus grand monde, tout simplement. Pour prendre les mesures nécessaires afin de préserver sa vie et sa santé. Nous exigeons qu'un médecin mandaté par l'ONU puisse entrer dans la prison de Belmarsh afin de contrôler l'état de santé de Julian Assange et nous assurer qu'il y est toujours détenu à l'heure actuelle. Nous demandons que l'entretien et la visite soient filmés et qu'un rapport médical très précis soit produit. Voilà. Je ne crois pas que ce soit abusif de demander ça dans ces conditions pareilles. C'est tout ce qu'on demande. Julian Assange doit être également immédiatement libéré afin d'être pris en charge dans une structure médicale bienveillante qui le sauve. Oui, je rappelle que l'avocate avait dit le 15 juin, il est dans l'aile médicale de Belmarsh. Et depuis, rien sur son état de santé. Rien. Là, le 13 septembre, où en fait le juge se moquait de l'absence d'interjection du juge de réaction de ses avocats, je suis allé sur le tweet de Madame Jennifer Robinson. Elle tweetait sur les Papous de l'Ouest. C'est la cause de sa vie, mais pour une Australienne c'est un petit peu bizarre parce que c'est tout près de l'Australie. C'est-à-dire que c'est en fait un mouvement indépendantiste lié à l'Indonésie. Et elle tweetait sur Greta Thunberg. Rien sur Assange. Bon, alors c'est un petit peu comme, vous savez, Kafka, le 2 août 1914, vous connaissez son journal. C'est l'Allemagne déclare la guerre à la Russie, après-midi piscine. Voilà. Donc là, voilà, on est en train de tuer... parce que le problème, c'est que se dessine, il va y avoir en octobre d'autres audiences pouvant mener à des extraditions. Une de nos inquiétudes aussi, c'est que on profite en fait du Brexit. Le Brexit, c'est le 31 octobre, c'est un Brexit sec. Les lois sur l'extradition sont définies dans le cadre européen, puisque effectivement, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni est quand même dans l'Union européenne. Et ce serait plus facile de le faire extrader avant, ce qui pourrait avoir lieu. Il y a 2 audiences qui seront très importantes en octobre. Je pense qu'il faut être tout à fait vigilant vis-à-vis de cela. Donc, qu'est-ce que je disais? Il est vraisemblable que le dictateur Pinochet a été libéré pour raison de santé, alors que Julian Assange est toujours aux mains d'État. Je vous parle qu'on est dans le même pays. Il a été libéré du Royaume-Uni, Pinochet. Alors que Julian Assange est toujours aux mains d'États qui se sont érigés en gendarmes du monde et dont il a largement démasqué les crimes. Comme on a oublié de dire qu'effectivement, il a dénoncé la torture. Les gens qui ont torturé n'ont jamais été inquiétés. En soi, ça pose quand même un scandale absolu. Bon, Gilda me demandait, elle avait raison de conclure pour laisser la parole à la salle. Vous avez compris à peu près cette démarche. Je crois que Assange, c'est tellement important par rapport à cette problématique des médias qu'on a dit. Pour moi, c'est à la fois l'affaire Dreyfus en termes de délit de justice, et l'assassinat de Jaurès, l'assassinat de la paix.
Je veux dire, tout ce que ça représente, je pense que c'est l'événement macroscopique de notre époque. Hein. De même, l'affaire Dreyfus avait été une sorte de résumé de la société française à l'époque, enfin, résumé de toutes les contradictions de la société française à l'époque. Marcel Mauss aurait dit un fait social total. Et il me semble que cette affaire Assange, qui devrait nous intéresser beaucoup plus qu'actuellement, que ce que c'est le cas actuellement, je pense qu'elle a un caractère tout à fait problématique. Voilà, je vous remercie. Et j'attends vos questions. Merci Émeric, c'est toi qui peux faire court. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui sont voilà, sur le site YouTube le 12 octobre avec Annie Lacroix-Rize pour la présentation de son ouvrage sur la non-épuration en France. Merci.